Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laissez un commentaire pour dire d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Ce lundi matin de 2022, l'avis d'augmentation de loyer arriva comme un coup de massue. Mon fils Nathan venait tout juste d'entamer sa 3e année dans cette école privée de la Waya. À 28 ans, noyé sous les factures, je fixais ce papier en sachant que j'avais exactement 2 choix. Retirer Nathan de la seule stabilité qui lui restait après le divorce, ou trouver une nouvelle source de revenus, et vite. Mon emploi à temps plein dans un cabinet dentaire couvrait à peine nos dépenses de base. Et mon ex-mari avait disparu en Arizona avec sa nouvelle petite amie, me laissant avec des promesses brisées et une montagne de dettes. Après des semaines de recherches infructueuses pour un travail à domicile, une amie de mon cours de yoga mentionna qu'elle gagnait de l'argent supplémentaire grâce à la création de contenu en ligne. Elle resta vague sur les détails, mais les chiffres qu'elle évoqua me laissèrent sans voix. La décision ne fut pas facile, mais l'éducation de Nathan était ma priorité absolue. Je passais 3 jours à configurer un ordinateur portable dédié, à créer des comptes sous de faux noms et à apprendre à utiliser des VPN et des paramètres de confidentialité. Mon contenu était modeste comparé à celui des autres. Des photos et des vidéos en lingerie ou en tenue de sport, sans jamais montrer clairement mon visage. Je planifiais tout pour les nuits tardives. Quand Nathan dormait, verrouillant toujours ma chambre et utilisant des écouteurs anti-bruit pour rester alerte au moindre son venant de sa chambre. En 2 mois, je gagnais assez pour payer ses frais de scolarité et même commencer un petit fonds pour ses études supérieures. La culpabilité me rongeait parfois, surtout lors des réunions parents-professeurs. Mais je me disais que c'était temporaire, juste le temps de trouver mieux. Tout se passait bien jusqu'à ce que je remarque un changement dans le comportement de mon voisin du dessous, Karl. Karl vivait dans l'immeuble depuis 5 ans. Un homme calme, la quarantaine, travaillant à domicile dans un domaine lié à l'informatique. Nous échangions des hochements de tête polis dans le couloir. Parlions parfois de la météo en vérifiant le courrier, rien de plus. Mais soudain, il était partout où j'allais. Chaque matin, quand je partais pour le travail, le voilà, arrosant la même plante devant sa porte ou vérifiant sa boîte aux lettres pour la 3e fois. Quand je rentrais avec des courses, il apparaissait en quelques secondes, proposant de m'aider à monter les sacs. Au début, j'appréciais le geste. En tant que mère célibataire, toute aide était la bienvenue. Mais vinrent les commentaires qui me glaçaient le sang. Il mentionnait à quel point je paraissais fatigué, suggérant que je devais encore avoir veillé tard, toujours avec ce regard en coin. Il demanda même si j'avais acheté de nouveaux rideaux pour ma chambre, disant avoir remarqué que l'éclairage de ma fenêtre avait changé la nuit. Les rencontres s'intensifièrent au cours des semaines suivantes, de manière apparemment fortuite, mais qui me semblait délibérée. Il commença à apparaître à l'épicerie du quartier exactement quand j'y faisais mes courses, me retrouvant toujours dans le rayon des céréales, celui que Nathan aimait pour choisir son petit déjeuner. Il s'inscrivit à la salle de sport que je fréquentais depuis 3 ans, apparaissant soudainement sur le tapis roulant à côté du mien, discutant des routines d'entraînement tout en laissant son regard s'attarder trop longtemps. Le point de rupture arriva un samedi après-midi, alors que Nathan était à l'entraînement de football. Karl frappa à ma porte, tenant un colis qu'il prétendait avoir reçu par erreur. Quand je tendis la main pour le prendre, il le garda hors de portée, se rapprochant pour me le donner. C'est alors qu'il le dit. Quelque chose à propos de cette petite tache de naissance sur ma hanche, qu'il faudrait peut-être faire vérifier par un médecin. Mon corps tout entier se figea. Cette tache de naissance était toujours couverte par mes vêtements, sauf dans certaines photos que j'avais postées en ligne. Des photos qui ne montraient jamais mon visage, ni aucun détail identifiable de mon appartement. Je claquais presque la porte au nez, mon esprit s'emballant à la recherche de toutes les explications possibles. Peut-être m'avait-il vu à la piscine l'été dernier? Non, je portais toujours un maillot une pièce. Peut-être à travers ma fenêtre, mais mes stores étaient toujours fermés quand je me changeais. Plus j'y pensais, plus la panique montait. Je passais au peigne fin tout mon contenu en ligne, vérifiant chaque photo et chaque vidéo à la recherche d'informations identifiables. Mon visage n'était jamais visible. J'avais été prudente avec les reflets, et j'avais même acheté des draps et des décorations spécifiques pour les tournages, différents de ceux de ma chambre habituelle. Mais alors, je me souvins de quelque chose qui me glaça le sang. Dans une vidéo récente, j'avais porté un ensemble de draps vert émeraude que j'avais ensuite mis sur mon vrai lit, car ils étaient si chers. Karl avait commenté ces mêmes draps la semaine précédente, disant à travers ma porte qu'il était content de voir que je m'offrais de belles choses. Cette nuit-là, je ne pus me concentrer sur rien. Nathan me demanda pourquoi je vérifiais sans cesse les verrous, pourquoi j'avais déplacé sa vieille batte de baseball près de mon lit. Je lui dis que j'avais entendu parler de cambriolage dans le quartier, mais la vérité me dévorait de l'intérieur. Après qu'il se fut endormi, je commençai à tout investiguer.
Je vérifiais mon ordinateur portable à la recherche de logiciels malveillants, changeais tous mes mots de passe et mis même du ruban adhésif sur ma webcam. Puis je me souvins d'un podcast sur les crimes réels mentionnant la vérification des appareils inconnus sur son routeur Wi-Fi. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me connectais aux paramètres du routeur, faisant défiler la liste des appareils connectés. Mon ordinateur portable, la tablette de Nathan, nos téléphones, la télévision intelligente, tout était normal. Mais tout en bas, il y avait quelque chose qui me glaça le sang, une adresse IP inconnue, étiquetée simplement comme appareil caché. Quand j'essayais de l'identifier, le routeur montra qu'elle était connectée depuis plus de 3 mois, consommant d'énormes quantités de bandes passantes en upload. Quel que soit cet appareil, il transmettait quelque chose depuis mon réseau, et cela durait depuis que Karl avait commencé à agir étrangement. Le lendemain était dimanche, et Nathan avait une soirée pyjama chez un ami. Dès que je l'y eus déposé, je me rendis directement au poste de police. L'agente à l'accueil, une jeune femme nommée l'officier Daniels, parut d'abord sceptique quand je commençais à expliquer la situation. Mais quand je lui montrai les journaux du routeur et lui parlais des commentaires de Karl, son expression changea complètement. Elle appela un détective, un homme nommé le détective Reeves, spécialisé dans les cybercrimes. Il prit ma déposition, examina les captures d'écran que j'avais faites des paramètres du routeur, et dit quelque chose qui me hante encore. Cela ressemble à une installation de caméra cachée. Elle se connecte généralement à votre Wi-Fi pour transmettre les images en temps réel. Il expliqua que les caméras espions modernes sont minuscules, certaines pas plus grosses qu'un bouton, et peuvent être cachées presque n'importe où. Nous avons convenu que des officiers viendraient à mon appartement cet après-midi avec du matériel de détection. Je les rencontrai à l'extérieur de mon immeuble, mes jambes tremblantes alors que nous montions les escaliers. Le détective Reeves avait apporté un appareil spécial capable de détecter les signaux sans fil et les caméras cachées. Nous commençâmes dans le salon, l'appareil émettant occasionnellement des bips près des appareils électroniques, ce qu'il dit être normal. La cuisine était claire. Tout comme la chambre de Nathan. Dieu merci. Mais quand nous entrâmes dans ma chambre, l'appareil devint fou, émettant un son aigu et continu près du mur opposé à mon lit. Le détective le déplaça lentement le long du mur jusqu'à localiser la source, ma bouche d'aération. À l'aide d'un tournevis, il retira délicatement le couvercle de la bouche. Et là, elle était, un minuscule appareil noir, pas plus gros qu'une clé USB, avec une petite lentille pointée directement vers mon lit. Il était positionné pour tout capturer, alimenté par une petite batterie et transmettant en continu via mon propre Wi-Fi. Le détective le mit soigneusement dans un sac à preuves, son visage sombre alors qu'il me disait qu'il pourrait retracer exactement où les images avaient été envoyées. Pendant que le détective Reeves travaillait sur son ordinateur dans mon salon, traçant le chemin de transmission de la caméra, je restais assise sur mon canapé, me sentant violée de manière que je ne pouvais même pas exprimer. Chaque moment intime des 3 derniers mois défilait dans mon esprit, me changeant, dormant, ces séances de création de contenu en pleine nuit que je croyais secrètes. Le détective s'arrêta brusquement de taper et tourna l'écran vers moi. L'adresse IP correspondait exactement à celle enregistrée dans l'appartement directement en dessous du mien, celui de Karl. Le détective appela immédiatement des renforts, et en quelques minutes, 3 autres officiers arrivèrent. Ils me firent rester en haut avec l'officier Daniels pendant qu'ils allaient affronter Karl. Depuis ma fenêtre, je les vis frapper à sa porte, mon cœur battant si fort que je crus qu'il allait exploser. Karl répondit rapidement, presque comme s'il les attendait, arborant ce même sourire amical qu'il avait toujours. Mais je vis le moment où son expression changea quand le détective Reeves lui montra le mandat qu'ils avaient obtenu par une ordonnance judiciaire d'urgence. La perquisition de l'appartement de Karl révéla une installation qui donna la nausée à tous ceux qui y assistèrent. Le détective Reeves me dit plus tard qu'ils avaient trouvé 3 moniteurs dans la chambre de Karl, dont un entièrement dédié au flux en direct de mon appartement. Des centaines d'heures de vidéos étaient stockées sur des disques durs externes, méticuleusement organisés par date et heure. Mais le pire était ce qu'ils trouvèrent dans un dossier verrouillé sur son ordinateur. Il avait comparé mon contenu en ligne avec les enregistrements illégaux, utilisant un logiciel de reconnaissance faciale pour confirmer que c'était bien moi. Il avait des tableaux documentant mon emploi du temps, des notes sur les moments où Nathan partait à l'école, quand je prenais ma douche, quand je faisais du sport. Il y avait même des enregistrements de jours où je dormais ou lisais au lit, complètement inconsciente qu'on observait chacun de mes mouvements. La police trouva des reçus montrant qu'il avait acheté la caméra 6 mois plus tôt, mais ne l'avait installée qu'après avoir découvert mon travail en ligne, qu'il avait découvert en utilisant un logiciel spécialisé pour tracer les adresses IP des créateurs de contenu dans notre indicatif régional. Ils arrêtèrent Karl sur le champ dans son appartement, et je le vis depuis ma fenêtre alors qu'on l'emmenait en menottes. Il leva les yeux vers ma fenêtre une seule fois, et l'expression sur son visage n'était ni de la colère ni de la honte. C'était de la déception, comme si j'avais ruiné une fantaisie qu'il s'était construite dans sa tête.
Les officiers saisirent tout son équipement comme preuve, et le détective Reeves m'assura que Carl ferait face à de multiples chefs d'accusation, y compris violation de la vie privée, cyberharcèlement et surveillance illégale. Ce qui me frappa vraiment, ce fut quand le détective mentionna que Carl n'avait jamais réellement souscrit à mon contenu ni payé pour quoi que ce soit. Il avait simplement volé ces moments intimes de ma vie réelle, préférant la version authentique et non gardée de moi à tout ce que je postais en ligne. Le gérant de l'immeuble fut horrifié quand il l'apprit et me proposa immédiatement de rompre mon bail sans pénalité. Je trouvai un nouvel appartement de l'autre côté de la ville en une semaine, m'assurant qu'il était dans un immeuble avec une meilleure sécurité et aucun système de ventilation partagé. Le processus juridique prit des mois, mais Carl plaida finalement coupable pour éviter un procès. Il écopa de 18 mois de prison, 3 ans de probation et une ordonnance restrictive permanente. Je dus fermer mes comptes en ligne et perdis cette source de revenus, mais honnêtement, ce fut un soulagement. Je pris des heures supplémentaires au cabinet dentaire et trouvai un travail de week-end en transcription médicale à domicile. Un travail légitime qui couvrait à peine les frais de scolarité de Nathan, mais qui me permettait de dormir la nuit. Nathan n'apprit jamais les détails complets, seulement que nous avions déménagé à cause d'un voisin étrange. Parfois, je vérifie encore chaque bouche d'aération dans notre nouvel appartement, passant mes doigts le long des bords à la recherche de quoi que ce soit d'inhabituel. J'ai acheté un appareil qui détecte les caméras cachées et je passe ma chambre au peigne fin 2 fois par semaine. Peut-être plus si je me sens anxieuse. Les gens me demandent parfois pourquoi j'ai déménagé si soudainement, pourquoi je suis si prudente avec ma vie privée maintenant. Je leur dis simplement qu'on ne peut jamais être trop prudent de nos jours. La vérité, c'est que j'ai appris que les murs que nous pensons nous protéger peuvent être fins comme du papier. Et parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui vous sourient chaque matin tout en abritant des obsessions que vous ne pourriez jamais imaginer. Les papiers du divorce furent finalisés en janvier 2023, et en mars, la réalité me frappa de plein fouet. À 32 ans, vivant dans un petit appartement exigu à l'extérieur de Columbus, dans l'Ohio, je peinais à joindre les deux bouts avec mon emploi dans un garage automobile où je travaillais depuis 8 ans. La pension alimentaire pour ma fille Kayla engloutissait la moitié de mon salaire, et l'autre moitié disparaissait dans le loyer, les courses et la montagne de dettes de cartes de crédit accumulées quand Jennifer et moi faisions semblant que tout allait bien. Un soir, après 3 bières et en scrollant sur mon téléphone, une publicité apparut, vantant les milliers de dollars que les gens gagnaient sur OnlyFans. Et honnêtement, pourquoi pas? Je n'étais pas mal. Un M80, en assez bonne forme grâce au transport de moteur toute la journée. Et selon les amis de mon ex qui m'avaient dragué lors de barbecue, j'avais ce truc de mécanicien viril qui jouait en ma faveur. La création du compte fut surréaliste. Prendre des photos devant le miroir de ma salle de bain, trouver des angles qui ne montraient pas la tache d'eau sur mon plafond. Mais en 2 semaines, j'avais 40 abonnés à 15 $ par mois. Pas une fortune, mais assez pour enfin réparer la transmission de mon camion. Pendant 3 mois, tout se déroula comme sur des roulettes. Je postais quelques photos après le travail, peut-être une vidéo le week-end, répondais à des messages avec ce genre de flirt qui faisait se sentir spécial des femmes d'âge moyen du Nebraska. La plupart des abonnés étaient respectueux, juste des gens solitaires en quête de connexion, envoyant des pourboires de 10 ou 20 $ avec des messages comme « Tu as fait ma journée »,« Beau gosse » ou « J'adore un homme qui travaille de ses mains ». Puis, fin juin, un compte nommé GoldenEye 369 s'abonna et se distingua immédiatement. Pas de photo de profil, pas de bio, juste un nom d'utilisateur générique, mais il offrit 200 $ sur mon message de bienvenue sans rien demander de spécial. Au cours de la semaine suivante, il envoya un autre billet de 100 $ ici, 50 $ là. Toujours avec des compliments vagues comme « exactement ce que je cherchais » ou « parfait choix », sans jamais demander quelque chose de précis comme les autres. L'argent était trop bon pour être remis en question. En 2 semaines, GoldenEye 369 m'avait envoyé près de 800 $, assez pour rattraper les factures et même emmener Kayla à Cedar Point pour ses 15 ans. Tout changea lors d'une nuit humide de début juillet, quand GoldenEye 369 fit enfin sa première vraie demande. Un appel vidéo privé pour 500 $. Juste 15 minutes. Rien de bizarre. Juste envie de me voir en direct. 500 $ pour 15 minutes, c'était plus que ce que je gagnais en une journée au garage. Et le loyer était dû le lundi. Alors je répondis que, bien sûr, on pouvait le faire à 23 h ce soir-là, après mon quart de travail. Ils répondirent instantanément avec le paiement et un lien vers une plateforme vidéo que je ne connaissais pas, appelée SecureStream, insistant pour qu'on l'utilise au lieu de la fonction vidéo intégrée d'OnlyFans, car ils prétendaient avoir des préoccupations concernant la confidentialité de la plateforme principale. Le site semblait assez professionnel, me demandant de créer un compte avec mon email et de tester ma caméra et mon micro avant l'appel. Tout semblait légitime, juste un autre riche paranoïaque inquiet pour son identité,
ce qui avait du sens vu la somme d'argent qu'il dépensait. À 23h pile, je cliquai sur le lien de l'appel. L'écran resta noir de leur côté, tandis que ma caméra montrait clairement mon visage dans le coin. Ils tapèrent dans le chat que leur caméra était cassée, mais qu'ils pouvaient me voir et m'entendre parfaitement. Pendant 15 minutes, je fis ce qu'ils demandèrent. J'enlevai ma chemise, fis quelques flexions, racontai une histoire inventée sur une nuit folle à Vegas. Exactement le genre de contenu inoffensif et fantastique que je vendais depuis des mois. GoldenEye 369 continuait à taper des réponses enthousiastes, envoyant un autre pourboire de $200 pendant l'appel, me demandant de me lever, de me retourner, de montrer différents angles. Rien qui ne franchissait de lignes sérieuses, mais définitivement plus directif que la plupart des clients. Quand le minuteur atteignit 15 minutes, ils me remercièrent abondamment, dirent que j'étais absolument parfait pour ce dont ils avaient besoin, et l'appel se termina automatiquement, me laissant $600 plus riche et me sentant plutôt bien après l'argent le plus facile que j'avais jamais gagné de ma vie. Le samedi matin fut différent. Je me réveillai vers 10h avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Et quand je vérifiais mes emails, il y avait 17 messages d'une adresse que je ne reconnaissais pas. gotchaforever88@protonmail. La ligne d'objet de chacun disait simplement « Ryan, ouvre ça maintenant ». Ma poitrine se serra avant même que je ne clique sur le premier. L'email contenait 3 pièces jointes. Des captures d'écran cristallines de l'appel vidéo de la veille, me montrant torse nu en train de faire des flexions, le visage parfaitement visible. Et pire encore, dans le coin de chaque image, mon nom complet tel qu'il apparaissait sur le compte SecureStream que j'avais créé. Le message lui-même était court et brutal. Belle performance hier soir. $5000 sur le portefeuille Bitcoin ci-dessous avant midi lundi. Sinon, ces images iront à Jennifer. L'email de mon ex-femme était listé. Brennan Auto-Repair, l'email direct de mon patron, l'administration des écoles publiques de Columbus, où Kayla allait à l'école, et votre liste d'amis Facebook. Ils avaient sommo récupéré les 847 noms. En bas, ils avaient ajouté une ligne qui me fit courir aux toilettes pour vomir. Nous avons tout enregistré, y compris les moments où vous vous êtes senti plus à l'aise. Payé, où tout le monde verra qui est vraiment Ryan. Je dus lire cet email 50 fois, espérant à chaque fois que les mots changeraient. Que peut-être c'était une blague de mauvais goût ou un cauchemar dont je me réveillerais. $5000. C'était aussi bien 5 millions avec mon compte bancaire affichant $247. J'appelais mon pote Craig, qui s'y connaissait en informatique, en restant vague, demandant si les emails pouvaient être traçables ou si le Bitcoin était vraiment anonyme comme les gens le disaient. Il rit et dit que celui qui me faisait chanter savait probablement ce qu'il faisait s'il utilisait Proton et la crypto-monnaie. La qualité des captures d'écran était parfaite, pas granuleuse ni déformée. Mon visage, clair comme le jour. Le genre d'image qui se répandrait dans ma petite banlieue comme une traînée de poudre, finissant sur les téléphones des camarades de classe de Kayla avant la pause déjeuner du lundi. Je commençais à calculer désespérément. J'avais 3 cartes de crédit avec peut-être $2000 de crédit disponible au total. Je pouvais vendre ma PlayStation et ma montre pour peut-être $500. J'avais ce vieux bloc-moteur de Mustang dans mon garage qui valait $800 si je trouvais un acheteur d'ici demain. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais emprunter le reste à mon frère Doug en inventant une histoire sur des réparations de voitures d'urgence. Le dimanche disparut dans un flou de magasins de prêt-sur-gage, de rencontres sur Facebook Marketplace et de parkings louches, ainsi que d'appels humiliants où je suppliais les gens de me prêter de l'argent sans pouvoir expliquer pourquoi j'en avais vraiment besoin. Je vendis la PlayStation à un étudiant pour $300, bien moins que sa valeur, mais j'avais besoin de liquidité immédiatement. Puis je conduisis 2 heures jusqu'à Dayton parce que quelqu'un là-bas achèterait le bloc-moteur de Mustang le jour même pour $600. Doug me donna $1500 après que je lui racontais une histoire sur la nécessité de réparer la transmission de mon camion sous peine de perdre mon emploi. Et la culpabilité de lui mentir me fit presque autant mal que la peur que ces captures d'écran ne soient divulguées. Dimanche soir, j'avais maxé mes 3 cartes de crédit, faisant des avances de fonds à différents distributeurs, payant ces frais exorbitants parce que je n'avais pas le choix. Assis à ma table de cuisine à 2h du matin, comptant et recomptant les billets froissés et les confirmations de virement. J'avais $4047, toujours en dessous du montant, mais peut-être qu'il accepterait. Peut-être qu'il comprendrait que j'essayais. Que c'était littéralement tout ce que je pouvais rassembler sans braquer une banque. Lundi matin à 8h pile, j'envoyais mon premier email à gotchaforever88, expliquant que j'avais la plupart de l'argent, les suppliant d'accorder plus de temps ou d'accepter les $4047 comme paiement final, promettant que je supprimerais mon OnlyFans et ne referais jamais rien de tel. Ils répondirent en 12 minutes, montant intégral où les photos seront envoyées à midi. Aucune négociation. L'horloge tourne. La panique de Ryan frappa différemment cette fois-ci. J'appelai pour dire que j'étais malade au travail. Je me rendis dans 3 magasins de prêt sur salaire.
On me refusa dans 2 à cause de mes dettes existantes. Mais le troisième, un endroit louche derrière un magasin de spiritueux, me donna 300 $ à un taux d'intérêt criminel que je ne regardais même pas. Je vendis ma roue de secours et mon cric à un ami mécanicien pour 50 $. Je trouvai 40 $ et des poussières dans mon canapé et ma voiture. Et à 11h47, j'initiai le virement Bitcoin pour exactement 5000 $. Toutes mes économies de vie, plus des dettes que je rembourserais pendant des années. Tout disparut en une seule transaction vers un portefeuille anonyme qui pouvait être n'importe où dans le monde. L'email de confirmation arriva à 12h03. Paiement reçu. Votre secret est en sécurité, pour l'instant. Ces 3 petits points après « en sécurité » me firent frissonner, car je savais au fond de moi que ce n'était pas terminé. Que les gens qui faisaient ce genre de choses ne s'en allaient pas après un seul coup. Pendant 2 semaines, la vie reprit un semblant de normalité. Je retournai au travail, pris des quarts supplémentaires pour commencer à rembourser Doug, supprimer OnlyFans et tout mon contenu, changer même mon numéro de téléphone et mon adresse email. Puis, un mercredi après-midi, alors que j'étais sous une Honda Accord en train de changer l'huile, Craig m'envoya un message disant que j'avais un visiteur au garage. Et quand je sortis, il y avait un gamin, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, tenant une enveloppe avec mon nom dessus. À l'intérieur, il y avait une capture d'écran imprimée que je n'avais jamais vue, bien plus explicite que les autres, horodatée plus tard dans cet appel vidéo, ainsi qu'un mot « 2000 $ avant vendredi » où celle-ci devient virale sur Twitter avec votre nom complet et votre ville. Le paiement précédent ne couvrait que le premier lot. Cette fois, je ne paniquais pas, ne m'affolais pas. Je conduisis directement au poste de police de Columbus et demandai à parler à quelqu'un au sujet d'un chantage en ligne. La détective Fowler, une femme d'environ mon âge avec des yeux fatigués et des taches de café sur sa manche, m'emmena dans une petite salle d'interrogatoire et écouta toute l'histoire embarrassante sans jugement. Elle prit des notes pendant que je lui montrais les emails, l'adresse du portefeuille Bitcoin, les captures d'écran, tout sauf le contenu réel parce que je ne pouvais pas me résoudre à montrer cela à un autre être humain. Après 40 minutes, elle se pencha en arrière et m'annonça la nouvelle qui écrasa tout espoir que j'avais apporté dans ce bâtiment. Le compte Protonmail est introuvable. Sans mandat, nous n'obtiendrons jamais d'approbation. L'adresse du portefeuille Bitcoin montre que l'argent a déjà été transféré à travers 6 échanges différents dans 4 pays. Et le compte OnlyFans de GoldenEye 369 a été créé en utilisant un VPN qui a rebondi à travers des serveurs en Roumanie, au Vietnam et au Nigeria. Elle expliqua que ces opérations étaient généralement menées depuis des pays où nous n'avions aucune juridiction. Même si nous pouvions les identifier, ce qui est presque impossible, ils sont probablement dans un endroit où la police locale ne coopérera pas. Votre meilleur pari est de ne plus payer. Documentez tout et envisagez de prévenir vos proches avant qu'ils ne le fassent. Je ne payais pas la 2e demande. Je ne le pouvais même pas. J'étais déjà noyé sous les dettes du premier paiement, travaillant 70 heures par semaine juste pour couvrir les minimums sur les prêts sur salaire et les cartes de crédit. Le vendredi arriva et passa sans incident. Puis le samedi, le dimanche, une semaine entière de silence qui me parut presque pire que de recevoir les menaces, car au moins alors je savais où j'en étais. Chaque notification sur mon téléphone faisait battre mon cœur à tout rompre. Chaque numéro inconnu au travail me donnait envie de me cacher dans les toilettes. Et quand Jennifer appela pour parler de la garde de Kayla pour le week-end, j'eus presque la nausée en pensant qu'elle avait peut-être vu quelque chose en ligne. Les captures d'écran ne refirent jamais surface sur Twitter ou ailleurs que je puisse trouver. Et après 3 semaines de recherches obsessionnelles de mon propre nom, je commençais à penser qu'ils avaient peut-être passé leur chemin vers des cibles plus faciles. Peut-être que la détective Fowler avait raison et que les ignorer avait fonctionné. Mais ce sentiment de soulagement était empoisonné, car je savais qu'ils avaient toujours ces vidéos, ces captures d'écran stockées sur un disque dur quelque part à travers le monde. Et n'importe quel jour pouvait être celui où ils décideraient de détruire ma vie pour le plaisir, le profit, ou simplement parce qu'ils s'ennuyaient. Cela fait maintenant 4 mois depuis cet appel vidéo. Et bien que rien d'autre ne se soit produit, plus d'emails, plus de demandes, aucun contenu divulgué, je vis avec ce poids constant dans la poitrine qui ne disparaît jamais vraiment. J'ai dû dire à Jennifer la vérité sur les dettes quand elle m'a demandé pourquoi j'avais pris du retard sur la pension alimentaire 2 fois. J'ai inventé un problème de jeu qui était plus facile à expliquer que la vérité. Et maintenant, elle me laisse à peine voir Kayla sans supervision, me prenant pour un débauché incapable de se contrôler. J'ai changé de travail, déménagé, supprimé tous les réseaux sociaux, je suis devenu un fantôme pour rester hors de tout radar. Mais chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau, chaque fois qu'un collègue veut se connecter sur Instagram ou qu'une femme dans un bar demande mon numéro, je pense à ces fichiers flottants quelque part dans les terres du dark web, attendant. L'autre nuit, j'ai reçu un email de spam sur des opportunités d'investissement en crypto-monnaie, sans aucun rapport avec tout cela. Mais voir ces mots « Bitcoin » et « anonyme »
dans la ligne d'objets m'a plongé dans une telle panique que j'ai eu des hauts le cœur dans ma salle de bain pendant 20 minutes. Voilà la vraie horreur de toute cette histoire. Non pas seulement ce qui est arrivé, mais le fait de savoir que ce n'est jamais vraiment terminé. Que quelque part dans le monde, quelqu'un détient une partie de moi qu'il peut utiliser comme arme quand il le souhaite. Et tout ce que je peux faire, c'est attendre et espérer qu'il m'a oublié. Espérer que je ne vaux plus son temps. Espérer qu'un jour, je pourrai vérifier mes emails sans avoir l'impression que je vais m'évanouir. L'automne 2023 a tout changé dans ma perception d'Internet, des relations et de la confiance. Ma dernière année d'études d'ingénierie dans une université d'État du Michigan était censée être consacrée à terminer en beauté, décrocher un emploi et organiser ma vie avec ma petite amie Brooke. Nous étions ensemble depuis notre 2e année, partageant un petit appartement hors campus jusqu'à ce qu'elle décide de prendre son propre logement plus proche de son programme d'infirmière. Nous nous retrouvions entre les cours au café du campus, passions les week-ends à regarder des séries en rafale et planifions notre avenir après l'obtention de notre diplôme. Quand elle mentionna, en septembre, qu'elle allait créer un compte OnlyFans pour l'aider à rembourser ses prêts étudiants, j'essayais d'être soutenant. Elle disait que ce serait un contenu simple, rien de trop explicite, juste assez pour gagner un peu d'argent supplémentaire. La façon dont elle l'expliquait avait du sens, et honnêtement, son stress financier pesait sur nous deux depuis des mois. Au début, tout semblait bien se passer. Brooke m'envoyait des messages sur l'augmentation de son nombre d'abonnés, excitée par les revenus supplémentaires qui lui permettaient enfin de respirer financièrement. Elle acheta du nouveau matériel photo, des anneaux lumineux, et offrit même des plats à emporter pour nous deux, alors que nous vivions de ramen depuis des semaines. Mais début novembre, quelque chose changea. Ses réponses à mes messages devinrent plus courtes, prenant des heures alors qu'elle répondait auparavant en quelques minutes. Nos séances d'études prévues furent annulées à la dernière minute, et quand nous nous retrouvions, elle vérifiait constamment son téléphone, son visage tendu à chaque notification. Elle commença à porter des manches longues même à l'intérieur, prétendant que la bibliothèque était glaciale, et des cernes apparurent sous ses yeux que même le maquillage ne pouvait plus cacher. Quand je lui demandais si tout allait bien avec OnlyFans, elle forçait un rire et changeait de sujet, disant que la plateforme était simplement plus chronophage qu'elle ne l'avait imaginé. Le point de rupture arriva un vendredi de mi-novembre. Brooke n'avait répondu à aucun de mes messages depuis 2 jours, ce qui ne s'était jamais produit, même pendant ses semaines d'examen les plus stressantes. J'étais passé 2 fois devant son appartement, mais sa colocataire Jasmine disait ne pas l'avoir vue non plus, seulement entendu sa porte se fermer tard dans la nuit parfois. Ce vendredi après-midi, je décidai de sécher mon cours de thermodynamique et d'aller vérifier une nouvelle fois. Son immeuble avait cette porte de sécurité cassée qui ne se verrouillait jamais vraiment. Je me faufilai donc et montai au 3e étage. Debout devant sa porte, j'entendais quelque chose à l'intérieur. Cela ressemblait à de la musique, ou peut-être une vidéo. Je frappai pendant presque 5 minutes en l'appelant par son nom. J'essayais même la poignée, sachant qu'elle oubliait parfois de la verrouiller. La porte s'ouvrit sur un appartement vide, mais son ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine, son écran projetant une lueur bleutée sinistre à travers la pièce sombre. Ce que je vis sur cet écran me glaça le sang. C'était son tableau de bord de diffusion en direct d'OnlyFans, toujours connecté, montrant un flux en direct avec plus de 300 spectateurs. La vidéo montrait Brooke dans une pièce que je ne reconnaissais pas. Des murs blancs nus, un éclairage fluorescent dur, un matelas par terre. Elle parlait à la caméra, mais quelque chose dans sa voix sonnait faux, trop enjoué, presque scénarisé. Ses yeux continuaient de se diriger vers quelque chose hors champ, et toutes les quelques secondes, elle s'arrêtait en plein milieu d'une phrase, comme si quelqu'un la coachait sur ce qu'elle devait dire. Le chat était en folie avec des pourboires et des demandes, mais elle n'en reconnaissait aucune de la manière dont elle le faisait habituellement dans ses diffusions. Je le savais parce que j'avais regardé quelques-unes de ses premières diffusions pour la soutenir, et elle avait toujours cette façon naturelle d'interagir avec les spectateurs. Ce n'était pas ça. C'était quelque chose de totalement différent. Je saisis l'ordinateur portable et m'assis là, sur le sol de sa cuisine, essayant de comprendre ce que je voyais. La diffusion continua et je remarquai des détails qui empirèrent tout. Les poignets de Brooke avaient des marques rouges pâles quand elle bougeait les bras d'une certaine manière, comme si elle avait été retenue récemment. Derrière son expression enjouée, ses muscles de la mâchoire se contractaient constamment, et elle clignait des yeux selon des schémas rapides, presque comme du code Morse. Je commençais à enregistrer l'écran avec mon téléphone, tout en cherchant frénétiquement dans le tableau de bord de diffusion toute information sur sa localisation. Le compte montrait que la diffusion provenait de quelque part dans le Michigan, mais l'adresse IP changeait toutes les quelques minutes, rebondissant entre différentes villes. Son onglet des vidéos récentes montrait des téléchargements quotidiens depuis une semaine, tous filmés dans cette même pièce austère, tous avec le même enthousiasme forcé. L'historique des paiements montrait des milliers de dollars de pourboires.
Mais le compte de retrait avait été changé 3 jours plus tôt vers un portefeuille de crypto-monnaie que je ne reconnaissais pas. J'appelai immédiatement le 911, ma voix tremblante alors que j'essayais d'expliquer la situation à la standardiste. Ils me transférèrent 2 fois avant que quelqu'un ne prenne enfin les informations, mais je pouvais dire à leur ton qu'ils ne prenaient pas cela au sérieux. Un signalement de personnes disparues ne pouvait pas être déposé avant 48 heures. Et quand je mentionnais la diffusion en direct, ils dirent que si elle postait activement du contenu, elle n'était probablement pas disparue. Je me rendis directement au poste de police avec l'ordinateur portable, exigeant que quelqu'un regarde ce que j'avais trouvé. Le sergent de permanence jeta à peine un coup d'œil à l'écran avant de me dire que les disputes de couple n'étaient pas leur priorité et que beaucoup de gens dans ce milieu ghostaient leurs partenaires pour des raisons de sécurité. Même quand je lui montrai les marques rouges sur ses poignets et les schémas de clignements étranges, il haussa simplement les épaules et dit « Le contenu durpait mieux ». Ils prirent mes informations, me donnèrent un numéro de dossier et me montrèrent essentiellement la porte. Pendant les 3 semaines suivantes, je devins obsédé par la recherche de Brooke. Je contactais chaque personne dans ses contacts, appelais ses parents à grand rapide, qui n'avaient pas de ses nouvelles mais n'étaient pas inquiets car elle passait souvent des semaines sans appeler. Je passais des nuits entières à analyser les enregistrements des diffusions en direct, cartographiant l'horaire de publication de nouveaux contenus. Toujours entre 2 et 4 heures du matin. Toujours cette même pièce, toujours cette même performance forcée. J'essayais de faire des recherches inversées d'images sur des captures d'écran, contacter d'autres créateurs d'OnlyFans pour savoir s'ils reconnaissaient la configuration, payer même un détective privé avec toutes mes économies pour enquêter. Il remonta la piste du portefeuille de crypto-monnaie jusqu'à une plateforme basée en Europe de l'Est, mais se heurta à une impasse après cela. Les diffusions en direct continuaient quotidiennement, et je regardais chacune d'elles, cherchant le moindre indice sur l'endroit où elles se trouvaient. Parfois, il y avait des sons étouffés en arrière-plan, des pas, des portes qui claquaient, une fois ce qui ressemblait à un train qui passait. Je compilais tout dans des dossiers. Horodatage, analyse audio que je fis passer à travers des logiciels gratuits, construisant un énorme dossier que personne ne voulait examiner. Début décembre, les diffusions s'arrêtèrent soudainement. Sa page OnlyFans devint sombre. Plus de nouveaux contenus, plus de réponses aux centaines de messages d'abonnés demandant où elle était passée. Je ressentis un mélange d'espoir et de terreur. Peut-être qu'elle s'était échappée, ou peut-être que quelque chose de pire était arrivé. Je continuais à vérifier le site de manière obsessionnelle, actualisant toutes les heures, tout en surveillant les bases de données des personnes disparues, les registres d'admission à l'hôpital que je pouvais consulter grâce à un ami en médecine, vérifiant même les rapports de Jane Doe, bien que je me déteste pour l'avoir fait. Son appartement resta vide, le loyer impayé, jusqu'à ce que le propriétaire entame la procédure d'expulsion. Je passais en revue ses affaires avant qu'il ne jette tout, ne trouvant rien d'autre que des trucs de étudiant normal. Des manuels, des vêtements, un projet de tricot à moitié terminé qu'elle faisait pour l'anniversaire de sa mère. Jasmine me dit que Brooke avait reçu des colis étranges dans les semaines précédant sa disparition, de petites boîtes qu'elle emportait immédiatement dans sa chambre, mais les étiquettes d'expédition étaient toujours arrachées quand elles finissaient dans la poubelle de recyclage. Puis, fin février 2024, son compte OnlyFans revint à la vie. Je reçus la notification à 3 heures du matin, alors que j'étais réveillé en train d'étudier pour mes examens de mi-session, et voir son nom d'utilisateur apparaître sur mon téléphone me rendit physiquement malade. La nouvelle vidéo était définitivement récente. Elle portait un collier que je lui avais offert pour Noël, celui qui était dans sa boîte à bijoux quand j'avais fouillé son appartement. Mais tout le reste chez elle avait changé. Elle avait perdu du poids, ses pommettes saillantes sous la lumière de l'anneau, et il y avait de petites cicatrices sur ses épaules qui n'étaient pas là avant. Ses cheveux étaient plus courts, teints en noir au lieu de son brun naturel. Et elle bougeait différemment, de manière plus mécanique, comme si elle suivait des étapes chorégraphiées. La pièce était différente aussi. Toujours des murs nus, mais maintenant avec une fenêtre visible dans le coin montrant des lumières de ville que je ne pouvais pas identifier. Elle ne parlait jamais dans cette vidéo, se contentant de performer. Mais ses yeux se dirigeaient parfois vers la caméra avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Pas exactement de la peur, mais une reconnaissance vide, comme si elle savait que je pouvais la regarder. Je téléchargeai immédiatement la vidéo et passai des heures à analyser chaque image. À un moment, quand elle se retourna de la caméra, j'aperçus un reflet dans cette fenêtre. La silhouette de quelqu'un d'autre dans la pièce, grand, debout parfaitement immobile près de ce qui semblait être une porte. Les métadonnées avaient été nettoyées, mais il y avait ce petit détail que tout le monde avait probablement manqué. Elle tapotait ses doigts contre sa jambe selon un schéma. Je ralentis, comptai l'étape, et réalisai qu'elle éplait quelque chose. Il me fallut des heures pour le décoder, jouant le même segment de 15 secondes encore et encore jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Elle tapait une adresse. Pas parfaitement. Certains chiffres étaient flous, mais assez pour que je puisse la réduire à une zone spécifique de Détroit,
à environ 2 heures du campus. Mon cœur battait à tout rompre alors que je cartographiais les bâtiments potentiels dans cette zone, recoupant avec les lumières de la ville que je pouvais voir dans le reflet de la fenêtre, essayant de trianguler à quel étage elle pouvait se trouver en fonction de l'angle. Je conduisis à Détroit ce même matin, séchant tous mes cours, fonctionnant uniquement avec du café de station-service et de l'adrénaline. La zone que CETAP avait indiquée était un groupe de vieux bâtiments industriels, certains convertis en loft, d'autres encore abandonnés. Je passais toute la journée à arpenter ces rues, levant les yeux vers les fenêtres, essayant de faire correspondre la vue de sa vidéo. Vers le coucher du soleil, je la trouvai. Un immeuble de cet étage qui avait été partiellement converti en espace de vie et de travail, du genre qui annonçait des locations au mois sans vérification de crédit. L'unité du coin au 4e étage avait exactement la même configuration de fenêtres, le même angle vers les lumières de la ville. J'attendis dehors jusqu'à ce que quelqu'un sorte et attrape la porte, puis me frayai un chemin dans l'escalier, mes jambes à peine fonctionnelles à cause de la peur et de l'épuisement. Au 4e étage, j'entendais de la musique venir de derrière la porte de l'unité du coin. Les mêmes battements électroniques génériques qui jouaient dans ces vidéos récentes. J'appelai la police depuis le couloir, leur donnai l'adresse, dis que j'avais des raisons de croire que quelqu'un était retenu contre son gré. Cette fois, je ne mentionnais pas OnlyFans ou les cris. Je dis simplement que j'avais entendu des cris et des sons suspects. Ils dirent qu'ils enverraient quelqu'un. Pendant que j'attendais la police, je gardais mon oreille collée contre la porte. Et c'est alors que j'entendis des voix, au moins 2 hommes parlant dans une langue que je ne pouvais pas identifier. Puis, sans équivoque, le rire de Brooke, mais forcé et trop fort. 20 minutes plus tard, 2 officiers arrivèrent enfin, l'air agacé par l'appel. Ils frappèrent, se présentèrent, et tout devint silencieux instantanément à l'intérieur. Après une longue pause, un homme ouvrit la porte juste d'un cran, parlant un anglais parfait sans accent, prétendant vivre seul et n'avoir entendu aucune perturbation. Les officiers ne poussèrent à peine, ne demandèrent pas à entrer, ne questionnèrent pas pourquoi j'entendais toujours cette musique jouer à l'intérieur. Ils me dirent d'arrêter de harceler les résidents et menacèrent de m'arrêter si je ne partais pas immédiatement. En m'éloignant, je regardai en arrière et vis une silhouette à la fenêtre juste une seconde. Et je jure que c'était Brooke appuyant sa paume à plat contre la vitre avant que quelqu'un ne la tire dans l'obscurité. Je n'ai pas abandonné. J'ai contacté la division des cybercrimes du FBI, déposé des rapports auprès de la ligne nationale contre la traite des êtres humains, contacté même des journalistes couvrant des cas similaires. La plupart ne répondirent jamais, et ceux qui le firent dire qu'ils avaient besoin de preuves plus concrètes que des vidéos et des spéculations. J'engageai un autre détective privé, spécialisé dans ces cas, et elle fit réellement des progrès. Elle découvrit que l'appartement était loué sous une société écran qui remontait à un réseau de propriétés similaires dans le Midwest, toutes payées en espèces, abritant toutes de jeunes femmes apparaissant sur divers sites de camps. Elle dit que c'était plus grand que Brooke, qu'il y avait probablement des dizaines de filles prises dans la même situation, mais sans la coopération des forces de l'ordre, il n'y avait rien que nous puissions faire légalement. Elle me conseilla de continuer à tout documenter et d'attendre qu'il commette une erreur. Alors, je continuai à regarder les diffusions, qui se produisaient maintenant de manière sporadique, peut-être une fois par semaine. À chaque fois, Brooke semblait plus distante, plus automatisée, comme si toute lutte qu'elle avait eue en elle était lentement drainée. La dernière diffusion que je regardais fut en avril 2024. Elle me regarda directement à la caméra à un moment, vraiment me regarda, pas le regard vide de la performance, mais un vrai contact visuel, et articula 2 mots, « Arrête de regarder ». Je compris ce qu'elle voulait dire. Mon obsession ne l'aidait pas. Cela nourrissait simplement le système qui la retenait. Je fermai l'ordinateur portable, supprimai mon compte, et cessai de vérifier. Je déposai un dernier rapport de police avec tout ce que j'avais rassemblé, envoyai des copies à 3 bureaux différents du FBI, puis essayai de retourner à ma vie. J'obtins mon diplôme ce mai-là avec un diplôme dont je me souvenais à peine avoir obtenu. Je vérifie encore parfois les sites de personnes disparues. Je sursaute encore quand je vois des femmes qui lui ressemblent de dos. Son compte OnlyFans est toujours actif, autant que je sache. Des amis m'ont dit qu'ils avaient vu du nouveau contenu posté, mais je tiens ma promesse de ne pas regarder. Parfois, je rêve de ce moment à la fenêtre, sa main pressée contre la vitre, et je me réveille en me demandant s'il y avait quelque chose de plus que j'aurais pu faire, une autorité que je n'ai pas contactée, une preuve que j'ai manquée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est toujours quelque part, performant pour des étrangers. Et le système qui l'a prise continue de fonctionner au grand jour, tandis que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Phoenix devient insupportablement chaud en juillet, et mon petit studio près de Camelback Road avait la pire climatisation qu'on puisse imaginer. Brandon était parti depuis 3 semaines, et je trouvais encore ses affaires partout. Un chargeur de téléphone derrière la table de nuit, sa sauce piquante préférée au fond du frigo,
une de ses chaussettes collée à l'intérieur du sèche-linge. Ma sœur Grace m'avait aidé à déménager pendant qu'il était au travail, entassant toute ma vie dans son pick-up en moins de 2 heures. Nous avions été ensemble pendant 4 ans, et partir me donna l'impression d'arracher ma propre peau. Les serrures furent changées le jour même où j'emménageais, et chaque notification sur mon téléphone faisait encore se serrer ma poitrine, m'attendant à un de ces messages emplis de rage qui parviendrait à passer à travers les blocages que j'avais mis en place partout. Créer un compte OnlyFans n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais mon amie Mélodie le faisait depuis des mois et gagnait plus que son salaire d'infirmière. L'après-midi où j'ai configuré mon profil, je me souviens être assise en tailleur sur mon canapé d'occasion, l'ordinateur portable chauffant mes cuisses, en pensant à la façon dont Brandon perdrait complètement la tête s'il apprenait. Cette pensée me fit sourire pour la première fois depuis des semaines. Non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que, pour une fois, je faisais quelque chose purement pour moi, quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni critiquer. Mes doigts tremblèrent légèrement alors que je téléchargeais les premières photos. Rien de trop osé, juste quelques clichés en lingerie que Mélodie m'avait aidé à prendre contre le mur en briques apparentes de ma chambre. En 3 jours, j'avais 40 abonnés, et à la fin de la 2e semaine, je gagnais assez pour couvrir la moitié de mon loyer. Tout changea un mercredi matin, quand je me réveillai à cause d'un commentaire sur l'une de mes publications, envoyé par un utilisateur nommé DesertWatcher62. Le message en lui-même semblait assez inoffensif. « J'adore la façon dont tu mords ta lèvre quand tu es nerveuse. » Mais quelque chose dans ces mots me donna la nausée. Brandon soulignait toujours cette habitude. Disait que ça le rendait fou, dans le bon et le mauvais sens du terme. Je me dis que j'étais paranoïaque, que beaucoup de mecs remarquaient probablement ce genre de détails, mais d'autres commentaires commencèrent à apparaître, envoyés par le même compte. Cette tache de naissance sur ta hanche ressemble à un croissant de lune sous cet éclairage. Seul quelqu'un qui m'avait vu de près pouvait connaître cette tache de naissance, cachée comme elle était, juste sous la ligne de mon bikini. Tu dors toujours du côté gauche du lit, je vois. La photo sur laquelle il commentait ne montrait qu'un coin de mon matelas, mais il avait raison. Les commentaires devinrent de plus en plus spécifiques au cours des jours suivants. Chacun d'eux était comme une petite aiguille de reconnaissance qui faisait se tendre tout mon corps. Tu te souviens quand tu portais cette couleur à Sedona? Sous une photo en lingerie rouge. Brandon et moi étions allés à Sedona pour notre anniversaire 2 ans plus tôt, et j'avais porté une robe rouge qu'il avait choisie. Tu as toujours été la plus belle à 3 heures du matin. Apparu sous une publication tardive. Et je me souvenais de toutes ces disputes qui duraient jusqu'à l'aube, lui me disant que j'étais belle même en me traitant de noms horribles dans la même phrase. DesertWatcher62 ne disait jamais rien de explicitement menaçant. Ne franchissait jamais de lignes évidentes. Mais chaque commentaire me donnait l'impression d'un ongle grattant mon cerveau, laissant des marques que moi seul pouvais voir. Mon père m'appela un vendredi après-midi alors que je faisais des courses au Safeway de MC Dow Road. Sa voix était étrange, tendue d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. « Chérie, il faut qu'on parle de quelque chose, » dit-il. Et j'abandonnai mon chariot à moitié rempli là, dans le rayon des céréales. Il me dit que quelqu'un avait envoyé un email à son adresse professionnelle, celle listée sur le site de son entreprise, avec des captures d'écran de ma page OnlyFans en pièces jointes. La ligne d'objet disait « Je pensais que tu devrais voir ce que fait ta fille ces temps-ci. » Maman en avait reçu un aussi, envoyé à son Gmail personnel avec le message « Quelle honte pour Lisa. Elle avait l'air d'une si gentille fille. » Les captures d'écran étaient les plus sages de mon profil, juste moi en lingerie, mais elles avaient été éditées avec des cercles rouges autour de certaines parties de mon corps et des flèches pointant vers des détails avec des notes tapées comme « grain de beauté sur l'épaule gauche » et « cicatrice d'accident de vélo, 12 ans ». Quiconque les avait envoyées connaissait des choses sur mon corps que l'on ne remarquait qu'après des années d'intimité. Grace reçut le sien le lendemain matin, envoyé à son email professionnel au cabinet dentaire où elle était hygiéniste, juste avant son quart de travail du samedi. Celui-ci était différent, cependant. Il incluait une photo que je n'avais jamais postée nulle part. Une prise de mon téléphone que j'avais prise mais que j'avais décidé de ne pas télécharger. C'était moi en train d'essayer de la lingerie devant le miroir de ma salle de bain. Mon visage était parfaitement visible. Une photo test de semaines plus tôt. La seule façon pour quelqu'un d'avoir cette photo était d'avoir accès à mon téléphone ou à mon stockage cloud. Mon mot de passe était un que Brandon ne pouvait jamais deviner. Je m'en étais assuré, mais il avait toujours été bizarrement doué avec la technologie. Il se vantait d'avoir appris à coder et à pirater quand il était plus jeune. L'email envoyé à Grace disait « Ta sœur devrait faire plus attention à ses paramètres de confidentialité » et incluait un lien vers ma page OnlyFans avec le message « Réduction familiale disponible ». Je déposai une plainte ce même après-midi au poste de police de Phoenix, sur Washington Street. Assise sur une chaise en plastique qui collait à l'arrière de mes cuisses pendant que l'officier Garrett tapait lentement sur son ordinateur.
Il continua de me demander si j'avais une preuve que c'était Brandon, et tout ce que je pouvais offrir étaient les commentaires faisant référence à des choses que lui seul pouvait savoir. Ça pourrait être une coïncidence, dit-il, sans même lever les yeux de son écran. Beaucoup de gens ont des fans obsessionnels en ligne de nos jours. Mais ensuite, il consulta le dossier de Brandon et ses sourcils se soulevèrent légèrement. Il s'avéra que Brandon était en probation pour une accusation de harcèlement de sa précédente petite amie, quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit. L'officier Garrett appela l'agente de probation de Brandon, une femme nommée Diane Walters, qui semblait fatiguée même à 14 heures. Brandon s'était présenté à elle ce matin-là, prétendant être à Flagstaff pour un travail de construction, et avait même envoyé une photo de lui devant ce qui semblait être un chantier avec des montagnes en arrière-plan. Les images de la caméra de sécurité changèrent tout, cependant. L'officier Garrett m'appela 3 jours plus tard, me demandant de revenir immédiatement au poste. Ils avaient récupéré des vidéos du magasin de proximité en face de mon complexe d'appartements. Et là, le Ford F-150 argenté de Brandon, clair comme le jour, garé dans leur parking pendant 3 heures le lundi soir précédent. L'horodatage montrait qu'il était arrivé à 23h47 et reparti à 2h53. Juste assis là dans le noir, avec une vue parfaite sur la fenêtre de ma chambre. La même nuit où j'avais fait un live pour mes abonnés, le premier que j'avais jamais fait, portant une robe de soie que Mélodie m'avait offerte en cadeau de félicitations. Ils avaient des images de 4 nuits différentes sur les 2 dernières semaines. Toujours le même schéma, arrivée tardive, stationnement à cet endroit précis, départ après exactement 3 heures. Une nuit, la caméra l'avait capturé en train de sortir pour jeter ce qui semblait être des emballages de restauration rapide, et son visage était parfaitement visible sous la lumière fluorescente de l'enseigne du magasin. Obtenir l'ordonnance restrictive me donna l'impression de gagner une petite guerre. Le juge la signa sans hésitation après avoir vu les images de la caméra de surveillance et les emails envoyés à ma famille. Brandon se présenta au tribunal avec le même parfum qu'il portait lors de notre premier rendez-vous. Cette odeur boisée qui me faisait autrefois me sentir en sécurité et qui maintenant me donnait envie de vomir. Il essayait constamment d'établir un contact visuel pendant que son avocat argumentait que les emails pouvaient provenir de n'importe qui, que se garer sur un parking public n'était pas illégal. Mais la juge, une femme aux cheveux gris acier et aux lunettes en chêne, n'était pas dupe. « Monsieur Coleman, dit-elle, utilisant son nom de famille comme si cela avait mauvais goût. Vous êtes en probation pour un comportement similaire. Vous avez menti à votre agente de probation sur votre emplacement et vous surveillez la résidence de votre ex-petite amie. L'ordonnance restrictive temporaire est accordée. » La mâchoire de Brandon se contracta de la même manière qu'avant qu'il ne frappe un mur, et son avocat posa une main sur son épaule pour l'empêcher de se lever. Cette nuit-là, je crus pouvoir respirer à nouveau. J'ai même célébré avec Mélodie autour d'un vin bon marché dans ma cuisine, riant de la façon dont la perruque de son avocat glissait vers l'arrière à chaque fois qu'il gesticulait. Mais 2 jours plus tard, un nouveau compte commença à commenter mes publications. Sunset Driver 88 cette fois-ci. Ce vin ressemble à celui que tu ne peux obtenir qu'au Total Wine sur Bell Road, la marque Barfoot que tu adorais. Je n'avais posté aucune photo avec du vin, mais il y avait un verre à peine visible dans le coin d'une photo. Tellement flou qu'il fallait oumer pour même remarquer qu'il était là. Puis 20 Phoenix Native 45 une semaine plus tard. Ton nouveau canapé a l'air inconfortable. Je parie que l'ancien était mieux. Le canapé auquel il faisait référence était celui que nous avions acheté ensemble dans un magasin de meubles à Tampa. Celui que j'avais laissé derrière moi parce qu'il sentait comme lui et avait une brûlure de cigarette d'une de ses nuits d'ivresse. Les nouveaux comptes continuaient d'arriver comme une horloge. Chacun durant environ une semaine avant que je ne puisse les signaler et les bloquer. Chacun avec ses commentaires spécifiques qui me donnaient l'impression de mains invisibles autour de ma gorge. Valais Résident 77 savait pour le cauchemar que j'avais fait sur la noyade quand j'avais 10 ans, commentant « Les scènes d'eau pourraient te déclencher des souvenirs. Faites attention » sous une vidéo de douche. Arizona Sun 23 mentionna la teinte exacte de vernis à ongles que j'avais porté au mariage de son frère. Cette couleur corail n'a jamais vraiment correspondu à ton teint. Je commençais à tenir une feuille de calcul de tous les noms d'utilisateurs, des commentaires, des eurodatages, apportant tout à l'officier Garrett, qui dit qu'il construisait un dossier, mais qu'ils avaient besoin de preuves plus concrètes les reliant à Brandon. Les adresses IP étaient toutes différentes, rebondissant à travers des VPN et des serveurs proxy. Mais le style d'écriture était toujours le même. Ce ton passif-agressif que j'avais vécu pendant 4 ans. Les observations à double tranchant déguisées en compliments. Les petites piques qui semblaient inoffensives à moins de connaître le contexte. Mes revenus sur OnlyFans avaient doublé depuis. Assez pour que je puisse emménager dans un meilleur complexe d'appartements à Scottsdale avec de vraies grilles de sécurité et des caméras. Mais je vois encore ces noms d'utilisateurs dans mes rêves parfois.
Brandon fut arrêté 2 mois plus tard pour avoir violé sa probation en approchant Grace à sa salle de sport, lui demandant de mes nouvelles, mais il fut libéré sous caution le lendemain. Le détective chargé de mon dossier dit qu'ils sont proches de l'inculpé pour cyberharcèlement, que l'équipe de criminalistique numérique a trouvé des preuves sur son ordinateur portable, mais que ces choses prennent du temps. La semaine dernière, un nouveau compte est apparu. Desert Memories 2024. Et le premier commentaire disait simplement « Bel endroit, de meilleures serrures que le dernier ». J'ai changé mes serrures 2 fois depuis que j'ai emménagé ici. J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires. J'ai même adopté un berger allemand nommé Bruno qui aboie après tout. Mais chaque fois que je poste un nouveau contenu, je me demande quel nom d'utilisateur est le sien. Quel commentaire apparemment soutenant est en réalité lui me faisant savoir qu'il regarde toujours, qu'il est toujours obsédé, incapable de me lâcher. À Stillwater, tout le monde me connaissait comme la fille qui faisait le latte à l'avoine parfait chez Common Ground. Ce petit café de la rue principale avec ses murs en briques apparentes et ses plantes suspendues partout. J'y travaillais depuis que j'avais abandonné l'université 2 ans plus tôt, économisant de l'argent tout en suivant des cours en ligne pour mon diplôme en comptabilité. Le salaire n'était pas génial, couvrant à peine le loyer de mon studio au-dessus de la boutique d'antiquités. Mais les pourboires me maintenaient à flot et les clients réguliers me donnaient l'impression d'être en famille. La plupart des matins, j'ouvrais le magasin à 6 heures, regardant la ville s'éveiller à travers la grande vitre avant tandis que la machine à espresso sifflait et que le premier lot de muffins emplissait l'air de chaleur. La vie semblait simple et prévisible, de la meilleure manière possible. Juste moi et mon chat, Oliver, dans notre petite routine. Personne ne savait pour le compte OnlyFans, sauf ma meilleure amie, Ashley, qui vivait à Dallas. Et c'est exactement comme ça que je voulais que ça reste. Ma mère pensait encore que je me réservais pour le mariage. Et la moitié de la ville supposait probablement la même chose de la barista discrète, qui portait des pulls oversize et gardait ses distances. Le compte avait commencé comme une blague, honnêtement, quelque chose qu'Ashley et moi avions ri en buvant trop de vin lors d'un appel vidéo un vendredi soir début octobre. Elle le faisait depuis des mois, gagnant assez pour rembourser ses prêts étudiants, postant surtout des photos de pieds et occasionnellement des clichés en lingerie. Rien de trop osé. Je me dis que pourquoi ne pas essayer pendant un mois ? Voir si je pouvais gagner un peu d'argent supplémentaire pour les cadeaux de Noël et peut-être enfin réparer le bruit de grincement dans ma Toyota Camry. Le nom d'utilisateur Coffee Bean Queen semblait malin sur le moment, jouant sur mon travail de jour sans être trop évident, et je gardais mon visage hors de la plupart des photos, ne montrant que mon tatouage des phases de lune dans mon dos et cette tache de naissance sur ma hanche qui ressemblait à un petit papillon. En 3 jours, le compte explosa avec des milliers d'abonnés, bien plus qu'Ashley n'en avait jamais eu, et l'argent commença à affluer plus vite que je ne pouvais le traiter. À la fin de la première semaine, j'avais gagné plus que mon salaire mensuel au café, tout en postant des photos qui semblaient modestes comparées à ce que faisaient la plupart des créateurs. Tout changea un mercredi matin de fin octobre quand je remarquai quelque chose de bizarre au travail. 3 hommes que je n'avais jamais vus auparavant entrèrent ensemble, commandèrent des cafés noirs simples et s'assirent dans le box du coin pendant plus de 2 heures. Ils continuaient de me jeter des regards par-dessus le comptoir, se penchant pour chuchoter entre eux. Et l'un d'eux avait son téléphone incliné dans ma direction tout le temps. Quand j'allais débarrasser une table à proximité, j'entendis l'un d'eux dire « Coffee Bean Queen », clair comme le jour, suivi d'un rire étouffé qui me serra la poitrine. Ils laissèrent la pointe exacte sur la table, 15 $ pour 3 cafés qui en coûtaient 9 au total. Et sur le reçu, ils avaient écrit mon nom d'utilisateur en stylo bleu avec un clin d'œil à côté. Je me dis que c'était une coïncidence, qu'ils parlaient peut-être de café ou d'une blague interne. Mais au fond de moi, je savais qu'ils m'avaient trouvé. Les jours suivants apportèrent plus d'étrangers à Common Ground. Toujours des hommes, toujours par groupe de 2 ou 3, commandant toujours la chose la moins chère du menu et restant campés pendant des heures. Ils se positionnaient où ils pouvaient me regarder travailler. Certains feignant de lire des journaux tout en prenant manifestement des photos, d'autres assez audacieux pour diriger leur téléphone directement vers moi quand je me penchais pour prendre des fournitures sur les étagères du bas. Mes clients réguliers commencèrent à remarquer aussi, surtout Harold, qui venait chaque matin depuis que sa femme était morte 5 ans plus tôt, me demandant si ces gars me dérangeaient et proposant d'avoir une petite discussion avec eux. Mais que pouvais-je dire ? Que des inconnus d'Internet me harcelaient à mon emploi à salaire minimum parce qu'ils m'avaient vu en lingerie en ligne. Je souris et dis qu'ils passaient probablement juste en ville, même si nous savions tous les deux que personne ne passait juste à Stillwater sans raison. D'ici la 2e semaine de novembre, la situation était devenue complètement incontrôlable. Chaque quart de travail me donnait l'impression d'être exposé dans un zoo tordu avec de nouveaux visages apparaissant quotidiennement. Tous sachant exactement qui j'étais sous mon tablier vert et mon jean taché de café. Ils commencèrent à devenir créatifs avec leurs paiements, laissant des billets de 20 $ avec « Montre-nous plus »
écrit dans les marges ou faisant glisser $50 à travers le comptoir pour un café de $3 tout en maintenant un contact visuel inconfortablement long. Un gars portant un maillot des cow-boys et sentant la cigarette eut même le culot de demander si je faisais des spectacles privés juste là, à la caisse, avec d'autres clients attendant derrière lui. Mon manager, Case, un vieux Case doux qui me traitait comme sa petite fille, commença à se programmer pour plus de quart après avoir surpris un groupe d'entre eux me suivant jusqu'à ma voiture après la fermeture. Il ne posa jamais de questions, se contentant de commencer à me raccompagner chaque soir, sa main flottant près de la batte de baseball qu'il gardait derrière le comptoir. Le point de rupture arriva quand je trouvai une enveloppe sous l'essuie-glace de ma voiture après mon quart un lundi soir. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de mes propres photos OnlyFans, celles où l'on voyait clairement mon tatouage des faces de lune, ainsi qu'un mot manuscrit disant « Nous savons où tu vis, Coffee Bay en Queen », et une photo de mon immeuble prise de l'autre côté de la rue. Mes doigts devinrent engourdis en tenant ce papier. Debout là, dans le parking vide derrière Common Ground, tandis que le réverbère clignotait au-dessus de moi comme dans un film d'horreur. Cette nuit-là, je supprimais tout. Le compte OnlyFans, le Instagram séparé que j'avais créé pour ça, le Cash App, tout disparut avec des doigts tremblants tandis qu'Oliver miaulait vers moi depuis son perchoir sur le lavabo de la salle de bain. Je crus que cela y mettrait fin, que cet arrêt perdrait intérêt une fois le contenu supprimé, passerait à harceler une autre fille essayant de joindre les deux bouts. Dieu, j'ai vraiment cru que ce serait suffisant pour les faire arrêter. Le harcèlement ne fit qu'empirer après que je sois passé hors ligne. Les groupes réguliers d'hommes au café devinrent agressifs, exigeant de savoir pourquoi j'avais supprimé mon compte, demandant ce qu'ils avaient fait de mal, comme si me traquer sur mon lieu de travail était un comportement raisonnable. Ils commencèrent à laisser des pourboires plus importants avec des messages qui passèrent de désespérés à menaçants. « Reviens, bébé. » Devint « Tu nous dois bien ça. » Qui devint « Nous avons payé pour toi », griffonné sur des billets de $100 que je refusais de toucher. Case installa de nouvelles caméras de sécurité et commença à garder le numéro de téléphone non urgent de la police collé à côté de la caisse. Mais que pouvions-nous leur dire? Que des clients laissaient de gros pourboires. Que des hommes buvaient du café en me regardant. Tout ce qu'ils faisaient dansait juste à la limite de la légalité, faisant attention à ne pas franchir de ligne qui les ferait arrêter. Même quand 5 d'entre eux se présentèrent portant des casquettes rouges assorties avec CBQ brodées dessus, les policiers qui répondirent dire « À moins qu'il n'ait fait des menaces explicites ou vous ait touché, ce n'est qu'un choix vestimentaire inhabituel. » Puis vint ce vendredi matin de mi-novembre où je sortis à 5h30 pour me rendre au travail et vis ce qu'ils avaient fait. Quelqu'un avait rayé « Reviens en ligne » sur la portière côté conducteur en lettres anguleuses et enragées qui traversaient la peinture argentée jusqu'à la tôle. Le pare-brise avait une fissure courant d'un coin à l'autre, délibérée et précise. Et ils avaient glissé des photos imprimées sous chaque essuie-glace. Des images de mon compte que je croyais disparues pour de bon. Des photos de moi marchant vers ma voiture. Des photos de moi à travers la fenêtre de mon appartement en train d'arroser mes plantes. J'appelais la police sur le champ, sanglotant au téléphone tandis que ma voisine âgée regardait à travers ses rideaux, et l'officier Brennan arriva 20 minutes plus tard, l'air agacé d'être appelé si tôt. Il prit des photos à contre-cœur, écrivit ma déposition en griffonnant, puis me demanda pourquoi j'avais posté des photos en ligne si je ne voulais pas attirer l'attention. A dit ces mots exacts, alors que j'étais là, en uniforme de travail, avec ma voiture vandalisée derrière moi. Case me donna le reste de la journée et me conduisit lui-même au poste de police. Sa mâchoire était serrée pendant tout le trajet, alors que je lui expliquais tout depuis le début. Au poste, nous attendîmes 3 heures pour parler à un détective, assis sur des chaises en plastique dur, tandis que des conducteurs ivres et des voleurs à la tire étaient traités plus rapidement que mon cas de harcèlement. La détective Mills nous appela enfin. Une femme d'environ l'âge de ma mère avec des yeux gentils qui écouta vraiment, prit de vraies notes et promit de s'en occuper immédiatement. Elle dit qu'elle examinerait les images de sécurité de Common Ground, interrogerait les hommes s'ils réapparaissaient et patrouillerait plus fréquemment autour de mon complexe d'appartements. Pour la première fois en semaine, j'eus l'impression que quelqu'un prenait cela au sérieux, que peut-être je pourrais récupérer ma vie et que ces psychopathes feraient face à des conséquences. Mills me donna même son numéro direct, me dit d'appeler si autre chose se produisait et qu'elle s'occuperait personnellement de mon dossier du début à la fin. L'espoir dura exactement 4 jours jusqu'à ce que la détective Mills m'appelle pendant ma pause déjeuner avec une voix complètement différente de notre première rencontre. Elle dit que l'enquête avait rencontré quelques complications, que les images de sécurité étaient peu concluantes, qu'en l'absence de menaces directes ou d'agressions physiques, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire légalement. Ces mots sortaient de manière saccadée et répétée, comme si quelqu'un se tenait à côté de son bureau pour la guider dans la conversation. Quand je la pressais de questions sur ce qui avait changé, pourquoi elle reculait soudainement alors qu'elle avait été si soutenante auparavant, elle resta silencieuse pendant un long moment avant de dire que je devrais faire attention à ne pas porter d'accusation contre des gens en ville, que parfois ces situations se résolvaient d'elles-mêmes si nous ne les aggravions pas. Après qu'elle eut raccroché,
Case m'entendit pleurer dans la salle de pause et me dit enfin ce que tout le monde semblait déjà savoir. L'un des gars en casquette rouge CBQ était Jordan Hutcherson, le plus jeune fils du shérif Hutcherson, celui qui s'en était tiré avec 2 conduites en état d'ivresse et une bagarre de bar parce que papa dirigeait tout le département. Après avoir découvert Jordan, quelque chose en moi changea, passant de la peur à une rage pure. Ce n'était plus juste des tarés aléatoires d'Internet. C'était le fils du shérif et ses potes qui me traitaient comme leur divertissement personnel, sachant pertinemment que le badge de papa les protégerait de toute conséquence. Je commençais à tout documenter de manière obsessionnelle, prenant des photos de chaque pourboire menaçant, enregistrant les plaques d'immatriculation, sauvegardant les images de sécurité sur mon propre téléphone puisque je savais que l'enquête officielle était morte. Case et Harold formèrent une sorte d'équipe de protection non officielle, prenant des tours pour s'asseoir dans le café pendant mes quarts, et Ashley descendit de Dallas 2 fois pour rester avec moi. Quand les appels muets devinrent si mauvais que je dus débrancher mon téléphone, les autres baristas commencèrent à me raccompagner à ma voiture en groupe, et ma voisine commença à sortir son berger allemand chaque fois qu'elle entendait des pas près de mon appartement. Toute cette affaire ressemblait à un jeu malsain dont tout le monde connaissait les règles sauf moi, où Jordan et son équipe pouvaient me terroriser tandis que tout le département de police détournait le regard. La goutte d'eau fut un samedi soir après Thanksgiving, quand ils franchirent la ligne finale. Je me réveillai à 2 heures du matin à cause d'Oliver qui sifflait vers la fenêtre de ma chambre, ses poils dressés alors qu'il griffait la vitre. À travers les rideaux fins, je pouvais voir la silhouette de quelqu'un debout sur mon balcon de secours. Juste debout là, sans bouger, sans essayer d'entrer, juste en train de regarder. Je saisis mon téléphone pour appeler le 911, mais quand je regardais à nouveau, il y avait 2 autres silhouettes, et l'une d'elles tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Dernière chance » en grosses lettres rouges. La terreur qui me traversa à ce moment-là était comme rien que j'avais jamais ressenti. Sachant que ces hommes savaient exactement où je dormais, avaient grimpé jusqu'à ma fenêtre du 2e étage et se sentaient assez audacieux pour juste rester là, sachant que je ne pouvais rien y faire. J'appelai Case au lieu de la police et il arriva avec Harold et 3 autres habitués du café, tous armés de battes de baseball et de lampes torchées, chassant les ombres tandis que j'empaquetais tout ce que je pouvais faire entrer dans ma voiture. À l'aube, je quittais Stillwater avec Oliver hurlant dans sa cage de transport. Toute ma vie entassée dans des sacs poubelles, laissant derrière moi mon travail, mon appartement, et tout sentiment de sécurité que j'avais jamais eu. Case me versa mon dernier salaire, plus un bonus qu'il insista pour dire que ce n'était pas de la charité. Et Harold glissa $500 dans une enveloppe à travers la vitre de ma voiture malgré mes protestations, me disant de m'éloigner et de ne jamais dire à personne où j'étais allé. Cela fait 8 mois et j'écris ceci depuis un état que je ne nommerai pas, dans une ville que je n'identifierai pas travaillant à un emploi qui n'a rien à voir avec le café. J'ai changé mon nom légalement, teint mes cheveux en noir, et j'ai même envisagé l'enlèvement de tatouages pour les faces de lune dans mon dos, bien que je ne l'ai pas encore fait parce que cela me semble comme leur donner une victoire totale. Parfois, je google Jordan Hutcherson et je vois qu'il est toujours à Stillwater, portant probablement toujours ses casquettes rouges avec ses potes, terrorisant peut-être une autre fille qui a fait l'erreur de penser qu'elle pouvait gagner de l'argent supplémentaire en ligne sans devenir une proie. Case m'envoie parfois des emails depuis un compte brûleur pour me dire qu'ils viennent encore parfois à Common Ground, demandant des nouvelles de la fille qui y travaillait avant, mais il leur dit que je suis parti au Canada ou en Californie ou là où semble le plus éloigné de la vérité ce jour-là. L'argent que j'ai gagné pendant ces quelques semaines sur OnlyFans reste intact sur un compte que j'ai peur de toucher. De l'argent du sang qui m'a coûté ma maison, ma tranquillité d'esprit et ma capacité à croire que le monde a une once de justice. Je me réveille encore parfois à 2 heures du matin, m'attendant à voir des silhouettes à ma fenêtre, et Oliver siffle encore après des ombres qui ne sont probablement pas là. Mais au moins je suis en vie, ce qui est plus que ce dont j'étais sur cette nuit-là sur le balcon de secours. Et peut-être que c'est la meilleure fin qu'une histoire comme celle-ci puisse avoir. Chicago et le printemps tardif avaient toujours cette énergie qui me faisait sentir que tout était possible. À 24 ans, ma carrière sur OnlyFans commençait enfin à décoller après des mois de travail acharné pour construire ma base d'abonnés. La notification arriva via Instagram un mercredi après-midi, alors que j'éditais du contenu dans mon appartement près de Wicker Park. Un message de Valentina Rose, qui comptait plus de 300 000 abonnés et était pratiquement une reine dans notre communauté. Elle disait qu'elle suivait mon travail depuis des mois, adorait mon esthétique, voulait faire une séance photo collaborative ce week-end pour nous aider toutes les deux à toucher de nouveaux publics, et avait déjà réservé un Airbnb dans la banlieue spécifiquement pour créer du contenu. Le message avait cette coche bleue de vérification. Son profil semblait parfaitement authentique avec toutes ses publications récentes. Et quand je vérifiais son histoire, elle avait même posté qu'elle faisait des collaborations avec des créateurs de Chicago cette semaine. Tout semblait parfaitement légitime et professionnel. L'Airbnb se trouvait à environ 40 minutes en dehors de la ville, dans une banlieue riche dont je n'avais jamais entendu parler.
Un de ces endroits où chaque maison se trouve sur au moins un acre, et le voisin le plus proche est à peine visible à travers les arbres. Je me souviens être arrivé devant cette immense maison moderne avec des fenêtres du sol au plafond, pensant à quel point la lumière naturelle serait parfaite pour les prises de vue, et remarquant que la voiture de Valentina n'était pas encore dans l'allée, même si nous avions convenu de nous retrouver à 14 heures. La porte d'entrée était déverrouillée, comme elle l'avait dit dans son dernier message. Et à l'intérieur, l'endroit était magnifique. Des comptoirs en marbre, un énorme canapé d'angle, des anneaux lumineux professionnels déjà installés dans ce qui semblait être la zone principale de tournage. Et cette odeur chimique étrange que j'attribuais à un nettoyage récent. J'envoyais un message à Valentina pour lui dire que j'étais arrivé et commençais à déballer mes tenues dans l'une des chambres, disposant tout sur le lit en attendant qu'elle arrive, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes alors que ce sentiment d'inconfort commençait à s'insinuer dans ma poitrine. Environ 20 minutes plus tard, j'entendis des voix venir de l'étage inférieur et ressentis une vague de soulagement, pensant que Valentina était enfin arrivée, peut-être avec son photographe ou son assistant. Mais quand j'entrai dans le salon, il y avait 2 hommes que je n'avais jamais vus auparavant. L'un grand et maigre avec une barbe hirsute qui se présenta comme Marcus, et un autre plus petit, plus trapu avec des lunettes épaisses qui dit s'appeler Phil. Ils portaient tous les deux ces polos noirs assortis avec un logo d'une société de production que je ne reconnus pas. Et Marcus commença immédiatement à expliquer comment Valentina les avait envoyés en avance pour tout préparer, qu'elle était en retard à cause d'un autre tournage en ville, mais qu'elle serait définitivement là dans l'heure. Phil ajustait déjà les anneaux lumineux et vérifiait les angles avec son téléphone, parlant de la manière dont ils étaient l'équipe de production de Valentina depuis plus d'1 an, comment il l'avait aidé à passer de 50 000 à 300 000 abonnés avec leur stratégie de marketing et leur montage professionnel. Et honnêtement, il semblait en savoir tellement sur son contenu et son style de tournage que ma méfiance initiale commença à s'estomper un peu. Marcus sortit une tablette et commença à me montrer une présentation complète sur leur société de production, faisant défiler des photos derrière les coulisses d'autres tournages qu'il prétendait avoir fait avec de grands créateurs, parlant d'accords de distribution et de partenariats exclusifs avec des plateformes qui pourraient tripler mes revenus en 6 mois. La chose étrange était la quantité de choses qu'il savait sur mon contenu spécifiquement. Il faisait référence à des publications que j'avais faites des semaines auparavant, connaissait mon calendrier de téléchargement, mentionnait même certains de mes abonnés réguliers par leur nom d'utilisateur, ce qui aurait dû être un énorme signal d'alarme, mais qui, d'une manière ou d'une autre, les faisait simplement paraître plus professionnels et préparés sur le moment. Phil continuait à ajuster l'équipement en arrière-plan, installant des caméras supplémentaires sous différents angles, et je remarquai qu'il avait verrouillé la porte d'entrée, ce qu'il dit être pour la confidentialité et pour s'assurer que personne comme les livreurs ou autres ne viendrait interrompre le tournage. Et cela avait du sens, mais cela fit aussi se serrer ma poitrine d'une manière que j'essayais d'ignorer. Puis Marcus sortit un contrat épais, peut-être 15 ou 20 pages, disant que c'était une procédure standard pour toutes les collaborations de Valentina, et que nous devions régler les formalités administratives avant qu'elle n'arrive afin que nous puissions commencer à tourner immédiatement quand elle serait là. Le document était rempli de jargon juridique sur les droits de contenu, les termes de distribution, quelque chose sur les licences perpétuelles et les œuvres dérivées. Et quand je dis que je voulais le lire attentivement ou peut-être faire vérifier par quelqu'un d'abord, Phil rit et dit que chaque minute que nous attendions nous coûtait de l'argent en frais de location et en temps d'équipement. Marcus continuait à pousser la tablette vers moi, pointant les lignes de signature avec son stylo, disant à quel point Valentina serait offensée si elle arrivait et découvrait que je ne faisais pas confiance à son équipe, comment cette opportunité pourrait ne pas se représenter, et comment ils avaient 3 autres créateurs en ligne qui sauteraient sur cette chance si je n'étais pas intéressé. La pression était si intense et coordonnée, avec Phil debout derrière moi tandis que Marcus se penchait sur le côté. Tous les deux parlant par-dessus l'autre à propos des délais et des opportunités et à quel point je serais prospère après cette collaboration. Je leur dis que j'avais besoin d'aller aux toilettes, juste pour avoir un peu d'espace et réfléchir. Et une fois là-bas avec la porte verrouillée, j'envoyai un message directement à Valentina lui demandant si ces gars étaient vraiment son équipe. Mais le message ne partit pas. Il resta là avec cette seule coche grise. Mon signal cellulaire affichait des barres pleines, mais rien ne passait. Pas même des messages textes normaux à ma colocataire. Et quand j'essayais de vérifier à nouveau le Instagram de Valentina, tout son profil montrait soudainement « utilisateur non trouvé », ce qui n'avait absolument aucun sens puisque je lui avais envoyé des messages quelques heures plus tôt. À travers la porte de la salle de bain, j'entendais Marcus et Phil parler à voix basse. Quelque chose à propos de tout préparer et de l'autre équipement dans le fourgon. Et c'est à ce moment-là que chaque instinct de mon corps commença à hurler que je devais sortir de cette maison immédiatement. Contrat ou pas, collaboration ou pas. Quand je sortis des toilettes, je gardais mon téléphone à la main et essayais de rester calme en leur disant que je venais de recevoir un appel d'urgence de ma colocataire à propos d'une fuite d'eau dans notre appartement et que je devais partir immédiatement. L'attitude de Marcus changea complètement. Son sourire de vendeur amical disparut et il se plaça entre moi et le couloir qui menait à la chambre où se trouvaient toutes mes affaires, disant que nous pourrions juste faire un tournage rapide de 15 minutes.
Rien d'élaboré, juste assez pour que le déplacement en vaille la peine pour tout le monde. Phil s'était rapproché de la porte d'entrée, tenant toujours l'une de ses caméras professionnelles, et il commença à enregistrer une vidéo sans demander, la pointant directement vers mon visage en disant quelque chose à propos du besoin de séquences de tests pour l'éclairage. La manière dont il s'était positionné dans la pièce semblait délibérée et répétée, comme s'ils avaient déjà fait exactement la même chose auparavant. Et je réalisais que pour récupérer mon sac d'équipement avec mes clés de voiture à l'intérieur, il faudrait que je pousse Marcus, qui me dépassait probablement de 25 kg et 15 cm. Au lieu d'essayer de récupérer mes affaires, je fis quelque chose qui me sauva probablement. Je fis semblant de recevoir un appel FaceTime, tenant mon téléphone éteint contre mon visage et ayant une conversation factice avec ma colocataire à propos de l'inondation assez fort pour qu'il m'entende décrire exactement où j'étais et mentionner que ma localisation était suivie. Marcus et Phil échangèrent un regard rapide et Phil s'éloigna effectivement de la porte pendant juste une seconde pour chuchoter quelque chose à Marcus, ce qui me donna l'ouverture dont j'avais besoin pour marcher rapidement vers la sortie, continuant à parler faussement au téléphone à propos de mon retour dans exactement 40 minutes et de m'assurer que le propriétaire documentait tout. Ma main était sur la poignée de la porte quand Marcus appela que je faisais une énorme erreur, que Valentina me mettrait sur liste noire de toute la communauté des créateurs, mais je m'en moquais. Je tirai la porte et courus pratiquement jusqu'à ma voiture, mes clés heureusement encore dans la poche de ma veste depuis mon arrivée. Le trajet de retour à Chicago fut un flou d'adrénaline et de paranoïa, vérifiant constamment mon rétroviseur pour m'assurer que personne ne me suivait. Et ce ne fut qu'en atteignant les limites de la ville que mon téléphone revint soudainement à la vie avec une inondation de notifications. Il y avait 17 messages non lus de ma colocataire Alexis se demandant où j'étais, une série de notifications Instagram, et quand je me garai enfin sur le parking d'un Walgreen pour tout vérifier correctement, je découvris que le fil de discussion original avec Valentina Rose avait complètement disparu de ma boîte de réception Instagram. Son compte vérifié était de nouveau en ligne, mais quand je cliquais dessus, sa dernière publication datait de 3 jours plus tôt à Miami, loin de Chicago. Et quand je lui envoyais un message direct lui demandant des nouvelles de la collaboration, elle répondit en quelques minutes en disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais, qu'elle ne m'avait jamais envoyé de message et qu'elle avait affaire à quelqu'un piratant des comptes vérifiés pour organiser de fausses collaborations. La vraie Valentina fut en fait incroyablement utile, expliquant qu'il y avait une série de ces incidents récemment ciblant de plus petits créateurs, et elle offrit même de poster un avertissement à ce sujet à ses abonnés, ce qui me fit me sentir légèrement moins folle à propos de toute cette situation. 3 jours plus tard, alors que j'étais encore en train de tout assimiler et que je venais de finir de déposer une plainte à la police que les officiers prirent à peine au sérieux, ma meilleure amie Alexis m'appela en crise, disant que je devais vérifier mon ordinateur immédiatement. Quelqu'un avait téléchargé cette vidéo sur divers sites pour adultes en utilisant mon visage et mon type de corps exact, mais le contenu lui-même était complètement fabriqué en utilisant une sorte de technologie d'IA ou de deepfake. Les vidéos montraient quelqu'un qui me ressemblait exactement en train de faire des choses que je n'avais jamais faites dans des pièces où je n'étais jamais allé avec des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Le souci du détail était terrifiant. Ils avaient même reproduit une petite tache de naissance sur mon épaule et la manière dont je coiffais généralement mes cheveux, et les vidéos étaient étiquetées avec mon vrai nom de créateur et liées à de faux profils de réseaux sociaux qui utilisaient mes vraies photos. Le pire, c'est que certains de mes vrais abonnés avaient déjà trouvé ces vidéos et m'envoyaient des messages pour me demander si j'avais commencé à faire du contenu plus extrême. Et peu importe le nombre de signalements que je faisais sur les plateformes, de nouvelles vidéos continuaient d'apparaître sur différents sites plus vite qu'elles ne pouvaient être supprimées. L'enquête n'alla nulle part pendant des semaines jusqu'à ce qu'une autre créatrice de Milwaukee me contacte, disant qu'elle avait reçu exactement la même invitation de collaboration d'un autre compte vérifié et qu'elle aussi s'était rendue dans une maison où 2 hommes l'attendaient avec des contrats et des caméras. Elle avait été plus maligne que moi, cependant. Elle avait amené son petit ami, qui attendait dans la voiture, et quand les choses lui parurent louches, elle le fit venir à la porte en faisant semblant de chercher des directions, ce qui effraya suffisamment les hommes pour qu'elles puissent partir en sécurité. Ensemble, nous trouvâmes 4 autres femmes avec des histoires identiques. Toutes des créatrices OnlyFans avec entre 10 000 et 50 000 abonnés, toutes invitées par des comptes vérifiés piratés, toutes pressées de signer des contrats avec ce même langage de licence perpétuelle. Et 2 autres en plus de moi qui avaient vu du contenu deepfake téléchargé après avoir refusé de coopérer. Nous créâmes un chat de groupe privé pour partager des informations et réalisâmes que les maisons étaient toujours des locations Airbnb coûteuses payées avec des cartes de crédit volées. Les hommes utilisaient des noms différents à chaque fois, mais les descriptions correspondaient. Et chacune d'entre nous avait remarqué cette étrange odeur chimique, que nous apprîmes plus tard être probablement un type de brouilleur de signal qui avait empêché nos téléphones de fonctionner correctement à l'intérieur des maisons. Finalement, avec l'aide d'un expert en cybersécurité que l'une des filles connaissait, nous traçâmes les vidéos deepfake jusqu'à un groupe Telegram comptant plus de 8000 membres où les gens partageaient du contenu personnalisé de divers créateurs, prenant des demandes pour des scénarios spécifiques et vendant des packages de ces fausses vidéos contre de la crypto-monnaie. Le groupe avait des guides détaillés sur la manière de trouver des cibles,
de pirater des comptes Instagram vérifiés, de mettre en place de fausses réunions de collaboration et d'utiliser les séquences qu'ils parvenaient à enregistrer, même juste des séquences de tests ou des conversations normales, pour entraîner leur programme deepfake à créer des vidéos plus convaincantes. Après des mois de travail avec la division des cybercrimes du FBI et de gestion de rapports de plateforme et de retrait DMC à sans fin, ils arrêtèrent finalement 6 personnes dirigeant l'opération dans 3 États. Bien que les dégâts pour ma réputation et ma santé mentale étaient déjà faits, et que je reçoive encore des messages de personnes ayant vu ces fausses vidéos traîner dans les recoins les plus sombres d'Internet, me rappelant qu'une fois que quelque chose existe en ligne, cela ne disparaît jamais vraiment. Peu importe à quel point on se bat pour l'effacer. Brendan Melbourne en était arrivé à un point où survivre avec mon emploi à temps partiel de barista semblait une cruelle plaisanterie. Je partageais un petit appartement sur Ligon Street avec mon amie Claire, qui travaillait de nuit dans une librairie. À nous deux, nous arrivions à peine à payer les courses. Quand le rappel de ma dette étudiante arriva par la poste, je décidai d'essayer quelque chose qui me faisait grimacer au début, vendre des photos de pieds en ligne. Cela semblait ridicule, mais je me dis que c'était inoffensif. Pas de visage, pas de nom, juste un nom d'utilisateur et quelques photos prises avec mon téléphone. Au début, cela se passa surprenamment bien. Je postais quelques clichés, gardais ma page subtile, et j'eus rapidement une poignée d'habitués. Je ne partageais jamais de détails personnels, pas même la ville où je me trouvais. L'anonymat me servait de bouclier. Cela devint même un peu drôle. Des inconnus me donnaient 20 $ juste pour des ongles de pied vernis. C'était un argent étrange, mais ils payaient les courses et les factures. Je n'interagissais pas beaucoup avec qui que ce soit, sauf avec un gars qui s'appelait Gentle Step. Il était poli, complimentait toujours mes photos, ne franchissait jamais les limites jusqu'à ce qu'il le fasse. Les fleurs arrivèrent un après-midi tranquille au début de l'automne. C'étaient des lys blancs, mes préférés, bien que je n'ai jamais mentionné cela nulle part en ligne. La carte n'avait pas de nom, seulement mon nom d'utilisateur, écrit d'une écriture nette, presque formelle. Je ris d'abord, pensant que Claire avait fait cela comme une blague. Mais quand elle rentra, elle jura n'avoir rien à voir avec ça. Cette nuit-là, je ne cessais de fixer la carte sur le comptoir, me demandant comment quelqu'un avait pu trouver mon adresse. Cela n'avait aucun sens. 2 jours plus tard, je reçus une autre livraison. Cette fois, une petite boîte avec un porte-clés en forme de pied. Celui-ci me glaça le sang. Il n'y avait pas de note, pas d'adresse de retour, juste mon numéro d'appartement écrit soigneusement au marqueur noir. Je cessai de dormir correctement après cela. Chaque bruit dans le couloir me faisait serrer la poitrine. Claire pensait que j'étais paranoïaque, mais quelque chose chez ce porte-clés semblait personnel, comme un avertissement plutôt qu'un cadeau. Une semaine plus tard, je rentrais du travail pour trouver la lumière du couloir qui clignotait. Claire était sortie et l'appartement semblait plus lourd que d'habitude, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Je remarquai que les lys avaient commencé à pourrir, leurs pétales brunissant sur les bords, remplissant la pièce d'une odeur douce et aigre. J'étais en train de les ramasser pour les jeter quand j'entendis un grattement doux à la porte d'entrée. C'était lent, délibéré, comme du métal frottant contre du métal. Je me figeai une seconde avant de chuchoter « Bonjour ». Pas de réponse. Puis le bruit revint, plus proche de la serrure cette fois. Je saisis mon téléphone et appelai Claire, chuchotant dans le combiné tout en fixant la poignée. Le bruit cessa. Je restai près de la porte, retenant mon souffle, jusqu'à ce que j'entende des pas s'éloigner dans le couloir. Quand Claire rentra 20 minutes plus tard, nous vérifiâmes l'œilleton. Le couloir était vide. Je voulais appeler la police, mais elle me convainquit d'attendre. Peut-être que c'était un voisin, peut-être quelqu'un d'ivre. J'aurais presque pu la croire jusqu'au lendemain matin, quand j'ouvris la porte pour partir au travail et vis les photos. Des dizaines de copies imprimées de mes propres photos OnlyFans collées sur la porte. Certaines étaient découpées de manière inégale, comme si elles avaient été imprimées à partir de captures d'écran. Et juste au centre, l'une d'elles avait un cercle rouge autour de mon tatouage à la cheville, dessiné au marqueur. La police arriva rapidement après cela. Ils prirent des empreintes digitales, posèrent les questions habituelles et repartirent avec les photos dans des sacs en plastique. Quand ils dirent qu'il n'y avait pas d'empreintes autres que les miennes, je me souviens avoir ri parce que cela semblait absurde. Quelqu'un avait été là, touchant ma porte, et pourtant c'était comme s'il n'avait jamais existé. L'un des officiers suggéra qu'un service de livraison avait peut-être mélangé les colis ou que c'était une farce, mais le regard sur le visage du jeune officier me dit qu'il n'y croyait pas non plus. Pendant les jours suivants, je ne sortis pas seul de l'appartement. Claire commença à dormir sur le canapé pour me tenir compagnie. Je me connectai à mon OnlyFans, supprimai la plupart des publications et mis tout en privé. Mais la curiosité eut raison de moi.
Je me souvenais de ce site que j'avais utilisé pour envoyer de petits cadeaux à mes meilleurs abonnés, des remerciements, comme des cartes cadeaux numériques ou des cartes postales. Il prétendait être anonyme, gardant les informations personnelles cachées des deux côtés. J'ouvris l'historique des commandes, mes mains tremblant légèrement, et vis quelque chose qui me sécha la gorge. L'un de mes meilleurs fans, le même nom d'utilisateur, Gentle Step, avait envoyé des dizaines de cadeaux à d'autres femmes, et tout avait la même adresse de facturation, son adresse. Au début, je crus à un bug, peut-être un compte partagé, peut-être une arnaque. Mais quand je cliquai sur le lien du profil vers ses commandes, mon estomac se retourna. Le même nom d'utilisateur avait été actif sur les pages d'autres créatrices, certaines que je reconnaissais même de groupes de discussion. J'en contactai une fille nommée Tessa de Brisbane, et elle me dit qu'elle aussi avait reçu des fleurs, exactement les mêmes, des lys blancs, avec son nom d'utilisateur sur la carte. Elle n'en avait parlé à personne non plus. Ce fut le moment où je réalisai que ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un nous observait toutes. J'envoyais tout ce que j'avais à la police. Des captures d'écran, l'adresse de facturation, la liste des noms d'utilisateurs. Ils me dirent qu'ils transmettraient cela aux enquêteurs en cybercriminalité, mais je pouvais dire à leur ton que cela ne mènerait probablement nulle part. L'adresse appartenait à un homme de la fin de la trentaine sans casier judiciaire. Apparemment, il avait acheté des cadeaux pour des dizaines de femmes sous prétexte de soutien de fans. Rien d'illégal à cela, du moins pas encore. Ils me suggérèrent de déménager, juste pour être en sécurité. J'ai fait mes valises ce soir-là. Claire m'aida à charger tout dans sa voiture, tandis que j'essayais de ne pas regarder le cadre de porte vide où les photos avaient été collées. Il fallut des semaines avant que je ne commence à dormir à nouveau. J'ai supprimé chaque compte social lié à ce nom d'utilisateur, changé mon numéro de téléphone et cessé d'utiliser toute plateforme qui gérait des livraisons personnelles. Parfois, je recevais des emails d'anciens abonnés demandant où j'étais parti, et une vague de nausées me submergeait. Je voulais leur dire la vérité, mais une partie de moi savait que cela ne changerait rien. Qui qu'il soit, il avait déjà cartographié nos vies pièce par pièce, comme si nous faisions partie d'une collection silencieuse qu'il construisait. Le mois dernier, j'ai reçu un appel de Tessa. Elle aussi avait déménagé. Et pendant un moment, tout avait été calme. Puis, un soir, elle rentra chez elle pour trouver un lys blanc unique sur le pas de sa porte. Pas de carte cette fois, juste la fleur laissée appuyée contre la porte. Elle semblait calme quand elle me l'a dit, mais je pouvais l'entendre dans sa respiration. La même peur que j'avais vécue pendant des mois. Je lui ai dit d'appeler à nouveau la police, mais nous savions toutes les deux comment cela se terminerait. Je vérifie encore ma propre porte chaque nuit avant de me coucher. Pas parce que j'attends voir une autre fleur, mais parce que j'ai peur du jour où je cesserai de m'y attendre. À 24 ans, ma carrière sur OnlyFans commençait enfin à décoller après des mois de travail acharné pour construire ma base d'abonnés. La notification arriva via Instagram un mercredi après-midi, alors que j'éditais du contenu dans mon appartement près de Wicker Park. Un message de Valentina Rose, qui comptait plus de 300 000 abonnés et était pratiquement une reine dans notre communauté. Elle disait qu'elle suivait mon travail depuis des mois, adorait mon esthétique, voulait faire une séance photo collaborative ce week-end pour nous aider toutes les deux à toucher de nouveaux publics, et avait déjà réservé un Airbnb dans la banlieue spécifiquement pour créer du contenu. Le message avait cette coche bleue de vérification. Son profil semblait parfaitement authentique avec toutes ses publications récentes. Et quand je vérifiais son histoire, elle avait même posté qu'elle faisait des collaborations avec des créateurs de Chicago cette semaine. Tout semblait parfaitement légitime et professionnel. L'Airbnb se trouvait à environ 40 minutes en dehors de la ville, dans une banlieue riche dont je n'avais jamais entendu parler. Un de ces endroits où chaque maison se trouve sur au moins un acre et le voisin le plus proche est à peine visible à travers les arbres. Je me souviens être arrivé devant cette immense maison moderne avec des fenêtres du sol au plafond, pensant à quel point la lumière naturelle serait parfaite pour les prises de vue et remarquant que la voiture de Valentina n'était pas encore dans l'allée, même si nous avions convenu de nous retrouver à 14 h. La porte d'entrée était déverrouillée, comme elle l'avait dit dans son dernier message. Et à l'intérieur, l'endroit était magnifique. Des comptoirs en marbre, un énorme canapé d'angle, des anneaux lumineux professionnels déjà installés dans ce qui semblait être la zone principale de tournage. Et cette odeur chimique étrange que j'attribuais à un nettoyage récent. J'envoyais un message à Valentina pour lui dire que j'étais arrivé et commençais à déballer mes tenues dans l'une des chambres, disposant tout sur le lit en attendant qu'elle arrive, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes alors que ce sentiment d'inconfort commençait à s'insinuer dans ma poitrine. Environ 20 minutes plus tard, j'entendis des voix venir de l'étage inférieur et ressentis une vague de soulagement, pensant que Valentina était enfin arrivée, peut-être avec son photographe ou son assistant. Mais quand j'entrai dans le salon, il y avait deux hommes que je n'avais jamais vus auparavant. L'un grand et maigre avec une barbe hirsute qui se présenta comme Marcus, et un autre plus petit,
plus trapu avec des lunettes épaisses qui dit s'appeler Phil. Ils portaient tous les deux ces polos noirs assortis avec un logo d'une société de production que je ne reconnus pas. Et Marcus commença immédiatement à expliquer comment Valentina les avait envoyés en avance pour tout préparer, qu'elle était en retard à cause d'un autre tournage en ville, mais qu'elle serait définitivement là dans l'heure. Phil ajustait déjà les anneaux lumineux et vérifiait les angles avec son téléphone, parlant de la manière dont ils étaient l'équipe de production de Valentina depuis plus d'1 an, comment il avait aidé à passer de 50 000 à 300 000 abonnés avec leur stratégie de marketing et leur montage professionnel. Et honnêtement, il semblait en savoir tellement sur son contenu et son style de tournage que ma méfiance initiale commença à s'estomper un peu. Marcus sortit une tablette et commença à me montrer une présentation complète sur leur société de production, faisant défiler des photos derrière les coulisses d'autres tournages qu'il prétendait avoir fait avec de grands créateurs, parlant d'accords de distribution et de partenariats exclusifs avec des plateformes qui pourraient tripler mes revenus en 6 mois. La chose étrange était la quantité de choses qu'il savait sur mon contenu spécifiquement. Il faisait référence à des publications que j'avais faites des semaines auparavant, connaissait mon calendrier de téléchargement, mentionnait même certains de mes abonnés réguliers par leur nom d'utilisateur, ce qui aurait dû être un énorme signal d'alarme, mais qui, d'une manière ou d'une autre, les faisait simplement paraître plus professionnels et préparés sur le moment. Phil continuait à ajuster l'équipement en arrière-plan, installant des caméras supplémentaires sous différents angles, et je remarquai qu'il avait verrouillé la porte d'entrée, ce qu'il dit être pour la confidentialité et pour s'assurer que personne comme les livreurs ou autres ne viendrait interrompre le tournage. Et cela avait du sens, mais cela fit aussi se serrer ma poitrine d'une manière que j'essayais d'ignorer. Puis Marcus sortit un contrat épais, peut-être 15 ou 20 pages, disant que c'était une procédure standard pour toutes les collaborations de Valentina, et que nous devions régler les formalités administratives avant qu'elle n'arrive afin que nous puissions commencer à tourner immédiatement quand elle serait là. Le document était rempli de jargon juridique sur les droits de contenu, les termes de distribution, quelque chose sur les licences perpétuelles et les œuvres dérivées. Et quand je dis que je voulais le lire attentivement ou peut-être faire vérifier par quelqu'un d'abord, Phil rit et dit que chaque minute que nous attendions nous coûtait de l'argent en frais de location et en temps d'équipement. Marcus continuait à pousser la tablette vers moi, pointant les lignes de signature avec son stylo, disant à quel point Valentina serait offensée si elle arrivait et découvrait que je ne faisais pas confiance à son équipe, comment cette opportunité pourrait ne pas se représenter, et comment ils avaient 3 autres créateurs en ligne qui sauteraient sur cette chance si je n'étais pas intéressé. La pression était si intense et coordonnée, avec Phil debout derrière moi tandis que Marcus se penchait sur le côté. Tous les deux parlant par-dessus l'autre à propos des délais et des opportunités et à quel point je serais prospère après cette collaboration. Je leur dis que j'avais besoin d'aller aux toilettes, juste pour avoir un peu d'espace et réfléchir. Et une fois là-bas avec la porte verrouillée, j'envoyai un message directement à Valentina lui demandant si ces gars étaient vraiment son équipe. Mais le message ne partit pas. Il resta là avec cette seule coche grise. Mon signal cellulaire affichait des barres pleines, mais rien ne passait. Pas même des messages textes normaux à ma colocataire. Et quand j'essayais de vérifier à nouveau le Instagram de Valentina, tout son profil montrait soudainement « utilisateur non trouvé », ce qui n'avait absolument aucun sens puisque je lui avais envoyé des messages quelques heures plus tôt. À travers la porte de la salle de bain, j'entendais Marcus et Phil parler à voix basse. Quelque chose à propos de tout préparer et de l'autre équipement dans le fourgon. Et c'est à ce moment-là que chaque instinct de mon corps commença à hurler que je devais sortir de cette maison immédiatement. Contrat ou pas, collaboration ou pas. Quand je sortis d'Étoile Phone, je gardais mon téléphone à la main et essayais de rester calme en leur disant que je venais de recevoir un appel d'urgence de ma colocataire à propos d'une fuite d'eau dans notre appartement et que je devais partir immédiatement. L'attitude de Marcus changea complètement. Son sourire de vendeur amical disparut et il se plaça entre moi et le couloir qui menait à la chambre où se trouvaient toutes mes affaires, disant que nous pourrions juste faire un tournage rapide de 15 minutes. Rien d'élaboré, juste assez pour que le déplacement en vaille la peine pour tout le monde. Phil s'était rapproché de la porte d'entrée, tenant toujours l'une de ses caméras professionnelles, et il commença à enregistrer une vidéo sans demander, la pointant directement vers mon visage en disant quelque chose à propos du besoin de séquences de tests pour l'éclairage. La manière dont ils s'étaient positionnés dans la pièce semblait délibérée et répétée, comme s'ils avaient déjà fait exactement la même chose auparavant. Et je réalisais que pour récupérer mon sac d'équipement avec mes clés de voiture à l'intérieur, il faudrait que je pousse Marcus, qui me dépassait probablement de 25 kg et 15 cm. Au lieu d'essayer de récupérer mes affaires, je fis quelque chose qui me sauva probablement. Je fis semblant de recevoir un appel FaceTime, tenant mon téléphone éteint contre mon visage et ayant une conversation factice avec ma colocataire à propos de l'inondation assez fort pour qu'il m'entende décrire exactement où j'étais et mentionner que ma localisation était suivie. Marcus et Phil échangèrent un regard rapide et Phil s'éloigna effectivement de la porte pendant juste une seconde pour chuchoter quelque chose à Marcus, ce qui me donna l'ouverture dont j'avais besoin pour marcher rapidement vers la sortie, continuant à parler faussement au téléphone à propos de mon retour dans exactement 40 minutes et de m'assurer que le propriétaire documentait tout.
Ma main était sur la poignée de la porte quand Marcus appela que je faisais une énorme erreur, que Valentina me mettrait sur liste noire de toute la communauté des créateurs, mais je m'en moquais. Je tirai la porte et courus pratiquement jusqu'à ma voiture, mes clés heureusement encore dans la poche de ma veste depuis mon arrivée. Le trajet de retour à Chicago fut un flou d'adrénaline et de paranoïa, vérifiant constamment mon rétroviseur pour m'assurer que personne ne me suivait. Et ce ne fut qu'en atteignant les limites de la ville que mon téléphone revint soudainement à la vie avec une inondation de notifications. Il y avait 17 messages non lus de ma colocataire Alexis se demandant où j'étais, une série de notifications Instagram, et quand je me garai enfin sur le parking d'un Walgreen pour tout vérifier correctement, je découvris que le fil de discussion original avec Valentina Rose avait complètement disparu de ma boîte de réception Instagram. Son compte vérifié était de nouveau en ligne, mais quand je cliquais dessus, sa dernière publication datait de 3 jours plus tôt à Miami, loin de Chicago. Et quand je lui envoyais un message direct lui demandant des nouvelles de la collaboration, elle répondit en quelques minutes en disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais, qu'elle ne m'avait jamais envoyé de message et qu'elle avait affaire à quelqu'un piratant des comptes vérifiés pour organiser de fausses collaborations. La vraie Valentina fut en fait incroyablement utile, expliquant qu'il y avait une série de ces incidents récemment ciblant de plus petits créateurs, et elle offrit même de poster un avertissement à ce sujet à ses abonnés, ce qui me fit me sentir légèrement moins folle à propos de toute cette situation. 3 jours plus tard, alors que j'étais encore en train de tout assimiler et que je venais de finir de déposer une plainte à la police que les officiers prirent à peine au sérieux, ma meilleure amie Alexis m'appela en crise, disant que je devais vérifier mon ordinateur immédiatement. Quelqu'un avait téléchargé cette vidéo sur divers sites pour adultes en utilisant mon visage et mon type de corps exact, mais le contenu lui-même était complètement fabriqué en utilisant une sorte de technologie d'IA ou de deepfake. Les vidéos montraient quelqu'un qui me ressemblait exactement en train de faire des choses que je n'avais jamais faites dans des pièces où je n'étais jamais allé avec des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Le souci du détail était terrifiant. Ils avaient même reproduit une petite tache de naissance sur mon épaule et la manière dont je coiffais généralement mes cheveux, et les vidéos étaient étiquetées avec mon vrai nom de créateur et liées à de faux profils de réseaux sociaux qui utilisaient mes vraies photos. Le pire, c'est que certains de mes vrais abonnés avaient déjà trouvé ces vidéos et m'envoyaient des messages pour me demander si j'avais commencé à faire du contenu plus extrême. Et peu importe le nombre de signalements que je faisais sur les plateformes, de nouvelles vidéos continuaient d'apparaître sur différents sites plus vite qu'elles ne pouvaient être supprimées. L'enquête n'alla nulle part pendant des semaines jusqu'à ce qu'une autre créatrice de Milwaukee me contacte, disant qu'elle avait reçu exactement la même invitation de collaboration d'un autre compte vérifié et qu'elle aussi s'était rendue dans une maison où 2 hommes l'attendaient avec des contrats et des caméras. Elle avait été plus maligne que moi, cependant. Elle avait amené son petit ami, qui attendait dans la voiture, et quand les choses lui parurent louches, elle le fit venir à la porte en faisant semblant de chercher des directions, ce qui effraya suffisamment les hommes pour qu'elle puisse partir en sécurité. Ensemble, nous trouvâmes 4 autres femmes avec des histoires identiques. Toutes des créatrices OnlyFans avec entre 10 000 et 50 000 abonnés, toutes invitées par des comptes vérifiés piratés, toutes pressées de signer des contrats avec ce même langage de licence perpétuelle. Et 2 autres en plus de moi qui avaient vu du contenu deepfake téléchargé après avoir refusé de coopérer. Nous créâmes un chat de groupe privé pour partager des informations et réalisâmes que les maisons étaient toujours des locations Airbnb coûteuses payées avec des cartes de crédit volées. Les hommes utilisaient des noms différents à chaque fois, mais les descriptions correspondaient. Et chacune d'entre nous avait remarqué cette étrange odeur chimique, que nous apprîmes plus tard être probablement un type de brouilleur de signal qui avait empêché nos téléphones de fonctionner correctement à l'intérieur des maisons. Finalement, avec l'aide d'un expert en cybersécurité que l'une des filles connaissait, nous traçâmes les vidéos deepfake jusqu'à un groupe Telegram comptant plus de 8000 membres où les gens partageaient du contenu personnalisé de divers créateurs, prenant des demandes pour des scénarios spécifiques et vendant des packages de ces fausses vidéos contre de la crypto-monnaie. Le groupe avait des guides détaillés sur la manière de trouver des cibles, de pirater des comptes Instagram vérifiés, de mettre en place de fausses réunions de collaboration et d'utiliser les séquences qu'ils parvenaient à enregistrer, même juste des séquences de tests ou des conversations normales, pour entraîner leur programme deepfake à créer des vidéos plus convaincantes. Après des mois de travail avec la division des cybercrimes du FBI et de gestion de rapports de plateforme et de retrait DMC à sans fin, ils arrêtèrent finalement 6 personnes dirigeant l'opération dans 3 États. Bien que les dégâts pour ma réputation et ma santé mentale étaient déjà faits, et que je reçoive encore des messages de personnes ayant vu ces fausses vidéos traîner dans les recoins les plus sombres d'Internet, me rappelant qu'une fois que quelque chose existe en ligne, cela ne disparaît jamais vraiment. Peu importe à quel point on se bat pour l'effacer. Conclusion. Chaque histoire est un rappel que le monde numérique, aussi libérateur qu'il puisse sembler, cache des dangers insidieux. Derrière chaque écran, chaque compte, chaque message, se cachent des intentions que nous ne pouvons pas toujours deviner. Ces récits montrent à quel point la frontière entre la vie privée et l'exposition publique est fine, et comment, une fois franchie, elle peut changer des vies à jamais. Si vous avez aimé ces histoires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez.
Et surtout, restez vigilants. Dans l'ombre du numérique, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Question pour vous. Pensez-vous que la technologie nous protège ou nous expose davantage ?